ici, si tu veux, c'est vraiment un coin... comment dire? C'est compliqué, mais je pense que ton père a vécu exactement la même chose que ce qu'on vit là. C'est-à-dire que soit tu es adoubé par le milieu aquitain, et alors tu as des bonnes relations avec Bordeaux, tu as des bonnes relations avec je ne sais pas qui, bon, bref. Ou alors tu veux avoir une certaine autonomie, et, bon, tu as une vue un peu différente de ce que tu veux faire. Et là, si tu suis plus effectivement les rails, tu deviens l'ennemi. Et ils ont un système, je dirais, d'encadrement qui fait qu'ils ont contact avec la presse, contact avec les élus politiques, contact qui fait que tu deviens complètement isolé. Jean, lui, il a pu s'en sortir d'une certaine manière après son isolement parce qu'il était maire des Aisies. Et que là, il pouvait vraiment... bon, il pouvait pas trop l'embêter, mais qu'il avait des appuis politiques avec Fayol. Bon, disons qu'il avait à ce moment-là tout un réseau. Mais autrement, c'est une catastrophe. Quand on voit comment il a été isolé par l'équipe d'Aquitaine, par les Bordelais, quoi, c'était clair. Et puis après, comment il s'appelle, par Maury, mais Serge Maury, qui était l'archéologue départemental, qui n'avait pas autant de pouvoir qu'il n'a maintenant. Et c'était... je ne connais pas trop dans le détail exactement comment ça s'est passé. Je sais, bon, d'après ce que m'avait dit Tixier, parce que Tixier est toujours resté en bon contact avec Jean Guichard. Je dirais c'était de bonne aloi, puisque Tixier s'était fâché avec Madame Borde, et que Jean, c'était... Bon, bref. Donc, le dénominateur commun des deux, c'était on est fâché avec François Borde et Madame Borde. Donc, ils ont toujours resté en bon contact. Et moi, c'est par Tixier que j'ai pris contact avec comment il s'appelle, Jean. Et puis aussi par, comment il s'appelle, Jean-Philippe Rigaud à l'époque, qui était, qui s'entendait bien avec Tixier. Bon, disons que... Mais autrement, l'histoire veut que, effectivement, ce soit Borde qui ait demandé à Jean de s'intéresser et de travailler sur le Bergeracois. Et donc d'occuper ces grands sites du Bergeracois. Et donc effectivement, il y a eu Cantalouette, il y a eu Barbas, il y a eu Arial, il y a eu les autres sites de l'autre côté de la vallée, là, site périgordien, ça me reviendra. Corbiac. Non, pas Corbiac. Corbiac, ça c'est Tixier qui se l'est... c'est Borde qui se l'est gardé. Non, c'est ceux qui sont de l'autre côté de la Linde. Ça me reviendra. Donc, donc il a... Enfin, je crois qu'il y a l'usine Henri, alors ça c'est voilà, ça, tout ça. Bon, l'usine Henri c'est à côté, c'est Creysse, Barbas, l'usine Henri. Bon, Cantalouette, tout ça c'est sur la commune de Creysse. Il y a tout Tifo aussi. Après, effectivement, il y a les fouilles de Corbiac, mais ça, c'est Borde qui s'est réservé. Et puis après, il y a toutes les fouilles. Rabier, voilà, c'est ces Rabier qui ont été Canol, tout à fait. Ça, sur la commune de Creysse, tu as eu 4 sites très importants qui sont dans un mouchoir de poche. Cantalouette, Barbas, Canol et l'usine Henri. Et puis après, effectivement, il y a eu Rabier qui a été fouillé avant ou pendant, qui a été effectivement un grand site. L'avantage de Jean, c'est que à l'époque, il y avait un débat entre Borde et le roi Gourand. Bon. Et le roi Gourand étant plutôt la fouille... l'approche synchronique, c'est-à-dire un espace, comment il est vécu, donc une approche anthropologique de la préhistoire. Et François Borde était beaucoup plus dans une approche, je dirais, naturaliste et diachronique, c'est-à-dire d'essayer de reconnaître dans le temps, grâce à la stratigraphie, des ensembles et qu'on caractérisait après par la typologie, par un certain nombre de caractères techniques. Donc c'était en opposition totale une approche anthropologique d'un côté, le roi Gourand, et une approche que je considère comme naturaliste, de la part de François Borde. Et Jean, bon, j'en ai pas discuté avec lui au départ, mais en tout cas, ce qu'il m'en a dit, c'était que lui, très tôt, et aussi par votre mère, je dirais, c'est qu'ils étaient sensibilisés en tant que journalistes, donc à une approche beaucoup plus anthropologique. Et ils ont été très vite sensibilisés par l'approche de Leroi-Gourhan. Et Canol, Rabier ont été fouillés comme les méthodes de Leroi-Gourhan. Je veux dire, ça a été
ça a été les premiers à fouiller comme cela en Dordogne. Les autres, ils fouillaient tous en grotte. Donc c'est vrai que la méthode stratigraphique en grotte est mieux adaptée qu'une méthode, je dirais, planimétrique, comme le sont dans les sites de plein air. Mais il n'était pas du tout obligé de le faire. Parce que quand on compare la fouille de Corbiac faite par François Borde et les fouilles de Canol faites par Jean Guichard, il n'y a pas photo. Hein, je veux dire que Jean emporte la Palme d'Or, hein, c'était clair. Donc ça a été sur un plan des techniques de fouille quelque chose de très important ce qu'a fait Jean. Et moi j'avais eu ces documents sur Canol, j'ai tous ces documents sur Canol où on a les relevés planimétriques et il y avait déjà une perception de l'intérêt de fouiller sur un plan horizontal, de repérer bien les horizons et puis de comprendre comment s'organiser l'espace. Comprendre les comportements de l'homme, ça passe aussi par une interprétation spatiale, micro-locale qui est le site, et puis aussi pour voir les relations dans le paysage, c'est-à-dire comment Canol fonctionnait par rapport à la vallée, par rapport au plateau. Tout ça, c'était des questions qu'il avait déjà posées. Alors le problème, c'est qu'il l'a pas publié. Mais bon, il y a deux choses. Il y a, je veux dire, on peut pas dire non plus que François Borde ait beaucoup publié. Donc il y a une espèce sur un plan scientifique. Moi, je pense qu'il y avait deux grands bonhommes en Périgord. Il y avait Jean qui fouillait. Il y avait Borde qui fouillait. Il y avait Madame Borde aussi qui fouillait. Bon, moins. Il y avait d'autres gens importants plus au nord, un peu de Massif central, qui était Delporte. Donc t'avais quelque chose qui se passait sur un plan scientifique. Et puis, donc, il y a eu des résultats, il y a eu des données, il y a eu des résultats, même si tout n'a pas été publié. Je veux dire, ça a été bien documenté, bien archivé, donc il y avait de quoi travailler. Et donc ça, moi, c'est la situation que j'ai compris quand je suis arrivé ici, c'est qu'il y avait eu du travail qui avait été fait. Moi, quand je suis revenu ici, c'était pour redynamiser, entre guillemets, c'était pour poursuivre le travail de gens qui était donc occupé à cette époque-là, donc avec le musée. Bon, alors, la petite histoire, effectivement, fait que quand on m'a fait venir ici, on n'a pas d'ailleurs cherché à ce que je veuille rentrer en contact avec Guichard. Ça a été on recommence quelque chose de nouveau. C'était surtout à l'initiative de Jean-Michel Geneste et de Jean-Philippe Rigaud via Jacques Tixier. Parce que bon, à un moment donné, moi je fouillais dans le nord de la France et Tixier en avait parlé à Rigaud et Geneste trouvait que c'était intéressant de reprendre des fouilles, comme lui avait fouillé avec Jean, donc il connaissait l'intérêt de la chose et puis il voyait que bon, les méthodes que j'utilisais pouvaient être intéressantes au niveau de l'étude du matériel ici. Donc voilà comment ça s'est fait. Donc je suis arrivé ici et j'ai repris effectivement Barbas. Et c'est moi qui suis rentré en contact très vite avec Jean, parce que bon, je veux dire, j'avais aucun document, strictement aucun document pour reprendre ça. Et avec toujours ce côté, c'était pas la peine de reprendre, de chercher des documents, parce que de toute façon, si on demande de reprendre la fouille, c'est pour y comprendre quelque chose. C'est-à-dire, je comprends pas, excuse-moi. Bah, si tu veux, je veux dire, à partir du moment où il y a eu une discorde entre Borde et ton père, t'imagines que les rumeurs, ils sont allés bon train. Je veux dire, donc à partir de là, moi, la reprise de Barbas s'avérait comme étant effectivement reprendre un site qui avait été saboté, quoi. En gros, c'était présenté comme ça. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Bien sûr. D'accord. Par exemple. Non, mais t'inquiète pas, je ne vais pas faire un film. Non, je veux dire, oui, je veux dire, pour que je comprenne. Pas de la part de Jean-Michel, mais de la part, effectivement, je veux dire, c'était parce que Jean-Michel, à la fois, si tu veux, lui, travaillant beaucoup avec nous sur Paris, avait compris un peu qu'il fallait sortir de ces problèmes. Et Rigaud, lui, il était en plein dans la problématique post-bordienne, donc c'était aussi important pour lui. Bon, donc c'était une période de transition, et disons que moi je suis arrivé là, non pas comme un pion de Jean-Philippe Rigaud contre Guichard, parce que bon, à ce moment-là, il était proche de la retraite, donc il n'y avait pas... Bon, disons qu'il y avait à la fois une démarche scientifique de réoccuper le Bergeracois, suite à des travaux importants qui avaient été faits, de développer de nouveaux axes de recherche avec des nouvelles méthodes. Donc voilà, c'était un mixte. Alors,
Barbas, c'est Jean-Michel qui a décidé qu'il fallait reprendre Barbas, parce que c'est celui qui avait été effectivement, pour eux, le plus sacrifié, entre guillemets. Alors, il est vrai que, a posteriori, les techniques qui ont été utilisées sur Barbas différaient complètement de ce qui avait été fait sur Canol ou de ce qui avait été fait sur Rabier. Alors, ça peut très bien... moi, je comprends assez ce qui s'est passé. Je me mets assez dans la peau. Parce que d'abord, c'est une fouille de sauvetage, il faut le dire. Je veux dire que c'était un terrain qui a été vendu. Et je ne sais plus si c'est ta mère ou Jean qui l'avait vu, ou si c'était Guy Sellerier. Je me souviens plus le début de l'histoire. Bref, à un moment donné, ils se sont retrouvés en panique totale en disant, bon voilà, il y avait toute la couche aurignacienne qui avait été éventrée, il y avait des milliers de lames sur le sol. Et donc, il a fallu intervenir en urgence. Alors, il a fallu stopper les travaux. C'est grâce à Jean qu'a réussi à stopper les travaux. Et d'ailleurs, si les fouilles ont pu avoir lieu, c'est parce que Jean avait acheté le terrain sur son argent personnel d'abord, avant que ce soit l'État. Bon, parce que, ouais, c'était... oui, mais ça, c'est la petite histoire, mais c'est quand même... c'est une réalité. Et donc, ils se sont retrouvés avec un site... je pense qu'en termes quantitatifs et qualitatifs, il n'avait jamais rencontré jusqu'à maintenant. Et donc il a fallu faire des décisions, des choix stratégiques qui nous ont été reprochés après. Et moi, je me suis sacrément appuyé sur les choix stratégiques qu'avait fait Jean. Donc, et faire des tranchées pour comprendre des grands sites, il y a des moments, il faut faire le rapport qualité-prix. Alors, si vous êtes entouré d'amis, vos choix deviennent des bons choix. Si vous êtes entouré d'ennemis, ces mêmes choix deviennent des mauvais choix. Je veux dire, bon, moi, 20 ans après, je peux dire que les choix de Jean étaient les bons. À un moment donné, il y a un rapport qualité-prix entre ce qu'on a et ce qu'on doit rendre. Il y a des sacrifices à faire. Donc je pense que, et Jean m'a toujours dit qu'il avait effectivement, il savait en ouvrant une grande tranchée, il allait en partie détruire, mais en fin de compte, devant l'immensité du site, ça nous permettait de comprendre, et en sacrifiant, je ne sais pas, 10 mètres carrés, on en sauvait 4000 mètres carrés. Donc voilà, je veux dire, c'était la réalité. Et d'ailleurs, moi, ce que j'ai fait, c'est une fois quand j'ai repris le site, j'ai repris les anciennes tranchées de Jean. Je veux dire que je me suis réappuyé sur son travail stratigraphique. Et puis, il est tombé sur quelque chose qui aurait dû... s'il l'avait trouvé au début de sa carrière, s'il l'avait trouvé au tout début de sa carrière, je pense qu'il aurait fait autrement. Je pense qu'il était, à ce moment-là, il commençait à avoir la responsabilité du musée des Aisies. Et donc, il n'était pas présent en permanence sur le site. Il y avait Guy Sellerier, il y avait Jean-Michel Geneste, il y avait toute une jeune troupe qui était présente et qui ont essayé effectivement de comprendre ce site, qui était un site à la fois simple et très compliqué. C'est-à-dire que d'habitude, on trouvait une couche archéologique sur des grandes surfaces, on la fouillait, puis en dessous, on n'avait rien. Tandis que là, on avait une succession stratigraphique extrêmement importante, qui s'est révélée en plus nettement plus importante. Et donc, il fallait mixer à la fois une approche de fouille type sauvetage, une fouille à la fois spatiale, et à la fois une fouille stratigraphique. Donc, il aurait fallu que Jean soit à plein temps sur ce site. Et il ne l'a pas été. Et lui-même le reconnaissait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait le minimum. Il a fait le minimum, mais je m'excuse, il n'a pas saboté ce site. J'ai aucune raison de dire qu'il a saboté ce site, c'est pas vrai. Totalement faux. Je veux dire qu'il n'y ait pas mis l'énergie suffisante, ok. Vu l'ambiance dans laquelle ça se passait, je ne suis pas sûr qu'il avait forcément les moyens. Bon. Donc, après, il y a eu des guerres idiotes, je veux dire.
Donc pour les gens de Bordeaux, c'était devenu des sites pas si importants que ça, parce que bon, c'était des sites où il y avait de la matière première, donc c'était des ateliers de taille. Donc il y a eu tout un discours qui a commencé à dire, oui, le Bergeracois, je veux dire, quelque part, c'est le supermarché de la Vézère, donc on vient de la Vézère pour se servir dans le Bergeracois, puis on retourne vite chez soi dans la vallée de la Vézère. Et site Barbas, c'est vrai que si on a cette approche-là, on peut voir que ça. Maintenant, toutes les analyses anthropologiques qui ont pu être faites sur un plan comportemental, au niveau de la répartition des objets, les remontages, qu'est-ce qu'ils ont fabriqué, bon, on se rend compte que c'est des lieux de vie, point barre, et qu'on peut inverser le schéma. Je veux dire, ils allaient effectivement dans la vallée de la Vézère pour passer des vacances, puis ils revenaient chez eux dans le Bergeracois. C'est exactement ce qu'on s'est rendu compte. En fin de compte, on s'inscrivait dans une démarche scientifique au départ, qui est devenue une démarche après une guéguerre entre la Vézère et le plein air. Je veux dire, moi, je me suis rendu compte que plus on fouillait ici, et je pense que Jean s'en est rendu compte aussi, plus on fouillait ici, plus on se rendait compte qu'on était sur une mine d'or. Et que cette mine d'or, en utilisant les méthodes qu'avait utilisées Jean, qui étaient celles de Laurent Gourand, je veux dire, en décapant sur de la large surface, on avait du comportemental. On avait du comportemental, je dirais, et qu'à partir de là, on avait une autre histoire à raconter que celle d'aller se réfugier au fin fond de la grotte parce qu'il fait froid et qu'on va être bouffé par les ours, tu vois. C'était totalement différent. Et c'est une approche plus ethnologique, entre guillemets, qui se pratiquait. C'est pour ça qu'on s'est bien entendu avec ta mère et avec Jean, je veux dire, qu'on discutait d'autre chose que de stratigraphie. Bon, nos données s'appuyaient sur des données stratigraphiques extrêmement sûres, mais on savait effectivement aller beaucoup plus loin. Donc, voilà, si tu veux, c'est une espèce de paysage où les égos ont été plus forts et qui a tout bousillé, et qui continue à bousiller. Je veux dire, c'était pas ce qui est rassurant, c'est que les attaques contre Jean, elles se sont perpétuées contre moi, contre Pascal, contre toute personne effectivement qui travaillerait dans le Bergeracois, mais qui n'aurait pas fait allégeance à qui de droit. C'est ce que tu appelles la malédiction du Bergeracois. Totalement. Tu sais, c'est une malédiction. À un moment donné, bon, il y avait d'autres fouilles qui se passaient dans le Bergeracois, dans Dordogne, et on n'avait pas de subvention du Conseil général. Bon, on n'arrivait pas à en avoir, si tu veux. Puis il y avait d'autres fouilles, je ne citerai pas qui en avaient. Bon, c'est vrai que je ne sollicitais pas forcément systématiquement leur aide, mais comme on travaillait plus ou moins avec eux, on était en réseau, je trouvais ça surprenant que d'autres archéologues on leur avait fait la proposition d'avoir des subventions, et nous non. Bon, à un moment donné, avec le maire de Crèce, je lui ai expliqué la situation, j'ai dit, écoutez, on a vraiment du mal à avoir les subventions du Conseil général. À ce moment-là, le maire de Crèce, qui était Delmarais, s'est dit, moi je connais le président du Conseil général, Biulac, à l'époque. Il a dit, je lui en parle, Biulac est arrivé, il a dit, oui, je comprends les problèmes, vous avez besoin de combien? Moi j'ai dit, écoutez, voilà ce qu'ont les autres, nous on aimerait avoir la même chose. Donc il nous a donné exactement ce qu'on cherchait. Et donc la même somme que les autres, mais on n'est pas passé par le service d'archéologie départementale. Alors à partir de là, c'était terminé. Je veux dire, toutes les rumeurs ont commencé à courir. Les mêmes qu'avait subi Jean. Je veux dire, qu'on fouillait mal, qu'on fouillait trop vite, qu'on ne faisait pas les bons choix. Je veux dire, tout est parti de là. Tout est parti de là. Et c'est sûr que face à cette opposition, tu te construis par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire que moi, les spécialistes que je faisais venir, ils étaient d'ailleurs que du secteur. Je veux dire, parce que, bon, à un moment donné, tu as besoin d'avoir une relation de confiance avec tes collègues. Tu vois, cette espèce et les choses se sont construites au fur et à mesure. Et comme Bordeaux... Nous, on a toujours eu l'appui de Rigaud. Je veux dire, là, Rigaud n'a jamais été... Rigaud est un personnage extrêmement complexe, mais sur un plan scientifique, c'est quelqu'un qui a une... Comment dirais-je, il y croit ou il n'y croit pas, mais il ne va pas, me semble-t-il, ne pas y croire, malgré le fait qu'il y croit. Donc c'est quelqu'un qui, à mon sens, est resté... en tout cas par rapport à nous, qui est toujours resté d'une honnêteté certaine. Je n'ai jamais lu cette lettre, mais ta mère m'en a parlé longuement. Et bon, je te dis, c'est compliqué parce que ta mère mettait ça sur un plan de relation amoureuse. Donc c'était... voilà. J'avais lu Roland Barthes avant d'entendre ta mère, donc c'était fragment d'un discours amoureux, quelque part. Donc une relation
Je pense que c'était une relation... moi, je vais l'interpréter comme ça. Quand tu vois que François Borde était un auteur de science-fiction, et quand tu lis ses livres, effectivement, il est dans une autre vie, dans une vie d'aventurier. Et Jean, de par sa profession de journaliste et de son passé, je veux dire, c'était quelqu'un qui était aussi... qui n'était pas attaché à des choses forcément matérielles et qui avait un esprit un peu ouvert, je dirais. Et donc à partir de là, je pense que c'est ça qui a dû séduire, chez François Borde, chez Jean. L'histoire de ces deux femmes, moi je la connais très mal. Je connais un peu Madame Borde, je connaissais un peu ta mère. En tant que médecin et psychologue de formation, je veux dire, c'était antinomique dès le départ. Je veux dire, Madame Borde, une grande bourgeoise de la noblesse, extrêmement réservée, imbue d'elle-même et ayant une très haute opinion de ce qu'elle est capable de faire. D'ailleurs, c'était une personne très intelligente. Hein, et on peut dire que la personnalité de François Borde s'est beaucoup enrichie de la personnalité de sa femme. Ça, on a souvent parlé de monsieur, mais je pense que Madame était tout aussi importante, voire même un peu plus sur un plan intellectuel. Et puis ta mère qui apparaissait effectivement quelqu'un de... pour elle, 1 plus 1 égale 2, et 2 moins 1 égale 1. Et que si c'est la vérité, il faut le dire. Donc là, elle négociait pas. Elle négociait pas. Elle avait un franc-parler qui a entraîné Jean, c'est sûr. Alors, après... la relation entre Madame Borde, entre Monsieur Borde et ta mère, je dirais, je sais pas, je veux dire, j'en sais strictement rien, mais qu'il y avait une relation, je dirais, de mutuelle reconnaissance, oui, je pense. D'après ce qu'en disait ta mère, effectivement, je dirais, elle l'écoutait beaucoup. Alors, moi, je suis effectivement, je comprends d'autant mieux que Borde l'ait écouté quand j'ai vu les cahiers de typologie, ces fameux cahiers de typologie dont je t'ai parlé. Et ces cahiers, c'est parce qu'à l'époque, ils essayaient de comprendre, de classer les objets qu'ils trouvaient, et donc ces classements typologiques reposaient sur une lecture extrêmement précise des objets, d'essayer de retrouver des fonctions plus ou moins imaginaires. Bon, ça, c'est un autre problème. Et donc, ils ont écrit des pages et des pages de cailloux. Vraiment, ils ont travaillé. Et ta mère a réellement travaillé dessus. Alors, peut-être plus que Jean. Jean était peut-être plus dans l'organisation, dans le management, et ta mère était peut-être plus à l'ouvrière. Mais j'ai vu ces cahiers de sa main, et je comprends qu'intellectuellement, elle était un répondant face à François Borde. Elle était capable de lui répondre sur un plan scientifique, puisqu'elle faisait le même boulot que lui. Alors, comme lui était un soupelet de première catégorie, et que ta mère, genre négociatrice, elle n'aurait jamais eu la Palme d'Or, donc il devait y avoir des affrontements, mais qui ont eu lieu sur un plan intellectuel, parce que ça on le voit au niveau du travail, des discussions certainement dures et constructives. Et donc il a dû se construire une espèce de connivence entre ta mère et François Borde. D'ailleurs, ta mère parlait de François Borde avec une certaine admiration, un respect. Et à partir de là, des interprétations ont été faites. Peut-être que ta mère considérait que Madame Borde frustrait et limitait Borde dans son évolution, et que voilà, elle lui a dit il serait autrement mieux que... Bref. Donc elle a dû se mêler de choses qui ne la regardaient pas forcément, mais qu'elle a dû interpréter de son point de vue dans sa relation de travail avec François Borde. Parce que dans ce quatuor, je pense qu'effectivement, la relation scientifique était réellement entre François Borde et ta mère. Du fait qu'on était dans les années 60-70, je veux dire, les femmes étaient au sous-sol et les hommes étaient au 5e étage. Et puis il devait y avoir une relation amicale entre Jean et François Borde, je veux dire, liée effectivement sur cette espèce de vision d'un homme un peu plus libre, parce que François Borde était un homme qui était extrêmement rigide, extrêmement pris dans ses contradictions propres, et ça c'était typique de l'époque.
moi, c'est ce que j'en ai perçu, c'est ce qu'on m'en a raconté, moi, d'une énorme amitié, d'une amitié réelle entre ces 4 personnes, non, plutôt entre 3 de ces personnes, parce que de la part de Madame Borde, j'en ai jamais su, je pense que c'est une pièce rapportée dans l'histoire, et que bon, la malédiction du Bergeracois a commencé par là, je veux dire, ça c'est clair, que cette malédiction, il faut voir, à un moment donné, je veux dire, les Hésies, c'était Fort Chabrol. Moi, quand je suis arrivé là, bon, s'il n'y avait pas eu Tixier qui me dit, mais si, va voir Jean, bon, c'est même pas lui qui me l'a dit, je suis allé tout seul, mais disons que j'avais l'appui de mon directeur d'équipe, qui me dit oui, mais autrement, Madame Borde, quand elle a appris que je reprenais Barbas, je n'ai pas les termes exacts qu'elle m'a dit, mais on ne peut pas dire que c'était très élogieux sur ses prédécesseurs. Donc, elle était encore vivante, elle était encore, je veux dire, la gardienne du temple, donc à la fois aux Hésies avec le dépôt, le local qu'ils avaient. Aussi, ils avaient plus ou moins la même mise via le conseil général par Maury, via Jean-Michel Jeunesse. Bon. Et il a dit très clairement, je ferai avec ce que j'ai. Donc voilà. Donc j'ai un territoire, j'ai une frontière, j'ai des serfs et je ferai avec mes serfs. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je veux dire que, je veux dire, quand on voit bon, j'ai rien contre les gens, mais quand on voit un centre national de préhistoire, on aurait pu s'attendre d'abord à ce qu'on ait des professionnels de la préhistoire, donc des gens qui ont une formation de préhistorien. Le responsable actuel était quelqu'un qui s'occupait, je crois, du théâtre ou de la danse. Bon, premièrement. Et puis après, les gens qui font un peu de vulgarisation, donc c'est quelqu'un qui est détaché, un instituteur qui est détaché de l'éducation nationale. Alors si ça ne s'appelle pas faire du local avec du micro-régional ou du micro-local, je veux dire, il y a quand même des étudiants à Bordeaux, il y a des étudiants à Toulouse, il y a des étudiants à Rennes, il y a des étudiants à Montpellier. Il y a plein de chômeurs, étudiants, doctorants, post-doctorants, qui ont des compétences et qu'on aurait pu éventuellement retrouver là. Et puis après, les gens satellites qui tournent autour de ce pôle international de préhistoire, bon, bah, c'est d'anciens copains ou d'anciennes copines. Voilà, je veux dire, c'est un cercle fermé. Donc à ton avis, autant le CNP que le PIP, dans les 2 cas, ça manque de vrais chercheurs, ça manque un peu de vraies compétences, un peu... Oui, bien sûr. Je veux dire, on se demande, si tu veux, c'était des projets, le pôle international, le CNP, bon, c'était une idée intéressante dans les années 80, mais bon, Rigaud n'en a rien fait. Dire si ce n'est comme un instrument local de pouvoir pour drainer effectivement de l'argent, mais dans les gens qui ont été recrutés, il n'y a pas eu d'évolution. Je veux dire, là, ils partent tous à la retraite les uns après les autres, donc il n'y a pas eu d'évolution. Et puis, tu avais Jean-Michel Jeunesse qui ne rêvait qu'une seule chose, c'est de récupérer le CNP parce qu'il voulait quelque part finir sa carrière dans le Bergeracois, en Dordogne. Donc maintenant, c'est Jean-Michel qui est directeur du CNP. Mais bon, de l'extérieur, je ne vois pas ce que le CNP apporte de plus que ce qu'il apportait sous la période de Rigaud. Tu vois, je veux dire, une espèce de truc, une espèce d'appendice local, national. Alors, on a le CNP, Centre National de Préhistoire, si tu veux. Je veux dire, on ne voit pas ce qu'il y a de national dans l'histoire. Et on a le Pôle International de Préhistoire, on ne voit pas ce qu'il y a d'international. On est dans une espèce de schizophrénie totale. Schizophrénie totale, si tu veux. On est dans la maladie du Périgord. Je veux dire, cette espèce de on fait avec ce qu'on a. Mais bon, je veux dire, c'est pas déshonorant de se dire on n'a pas, on sait pas faire, tu vois. Mais pour éviter de perdre le pouvoir, pour que certains ne perdent pas un certain pouvoir, on va y mettre, excuse-moi l'impression, mais plus con que soi, quoi. Je veux dire, on va mettre des gens qui seront à main. Voilà, je veux dire, c'est. Ok, alors attends, ça me fait penser à... C'est terrible, hein, parce qu'il ne se passe plus rien. Je veux dire, tu avais 10 fouilles sur le paléo inférieur et moyen en Périgord, tu n'en as plus une seule. Une seule. Alors, on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Alors, autant la culture est responsable, je veux dire, le service de la culture d'Aquitaine
La DRAC. La DRAC, elle a participé à ce laminage. Je veux dire, au lieu d'être dans une confrontation scientifique, on ne soit pas d'accord, je veux dire, qu'il y ait des désaccords scientifiques, je veux dire, on progresse sur les désaccords. Tu avais avant les directeurs des centres, le directeur au niveau de la préhistoire et de l'archéologie, je veux dire, c'était des personnages très forts au départ. Il y a eu François Borde. Après, il y a eu Jean-Philippe Rigaud qui a fait le choix donc d'être dans la culture. C'était des personnages très forts. Et puis après, grâce à Jacques Lang, on a eu un concours de conservateurs où maintenant, voilà, on a des administratifs qui ont des niveaux de licence ou de maîtrise et qui se retrouvent à des postes de responsabilité. Et puis, après le départ de Jean-Philippe Rigaud, Jean-Michel Geneste a refusé de prendre la succession, ce qui a été une catastrophe. Donc on s'est retrouvé dans les mains de Denis Barrault, brave garçon, médiéviste, voilà, tu connais pas, je dirais. Et pour lui, la préhistoire, malgré effectivement, je veux dire, à la limite, qu'importe ce qu'il est, en 20 ans, il n'y a plus de fouilles en Dordogne. Direction régionale, la DRAC, c'est quand même les affaires culturelles d'Aquitaine. Donc quand on voit ce que c'était avant et ce que c'est devenu maintenant, je veux dire, Jean-Michel Geneste, voilà, il s'est réfugié au CNP. Voilà, bon, je veux dire, c'est un nouveau bastion. Et puis la DRAC, l'Aquitaine, elle est loin, quoi. Donc il y a effectivement une. Alors c'est l'INRAP qui a remplacé, tu vois. Je veux dire, bon, maintenant il y a des personnes de l'INRAP qui travaillent là. Mais où est le projet scientifique? C'est quelqu'un d'extrêmement pervers. Et il faut savoir ce que pensait ta mère de Jean-Michel Geneste. Hein. Dommage que Pascal soit pas là, parce qu'elle se souvient exactement des paroles de ta mère. Elle a dit c'est quelqu'un de lâche. Alors la sentence, là, ta mère, s'il y en a un qu'elle voulait mettre le long du mur, c'était Jean-Michel Geneste. Et moi, je peux d'autant plus en parler que c'était vraiment un ami très, très, très cher, Jean-Michel. Et et donc quand ta mère m'a dit ça, ça m'a laissé, si tu veux. Mais de qui elle parle, si tu veux. Et elle m'a dit, écoute, Eric, fais attention à toi. Je me souviendrai bien, fais attention à toi. Alors, paf, 2 ans après, je veux dire, ta mère n'était plus là, mais elle aurait été là, je lui aurais fait un bouquet de fleurs, si tu veux, en disant oui, merci, mais ouais, c'est exactement ce qui s'est passé, quoi. Donc, Jean-Michel est très contraire, si tu veux. Tu vois le film dans Mowgli, le serpent. Oui. C'est totalement ça. Tu vas voir, mais c'est quelqu'un d'extrêmement charmant, de gentil. Mais le problème, c'est que quand il va dire quelque chose, tu n'es pas sûr que ce ne soit pas un mensonge, que ce soit la réalité, que ce soit une partie de la réalité, que ce soit une réalité déformée. Donc, à mon sens, je te conseillerais d'y aller pour que tu te fasses une opinion. Parce que c'est un personnage central dans l'histoire. Central parce que c'est lui qui m'a fait venir ici, donc qui a quelque part perpétué. Et ça, je veux dire, à cette époque-là, Jean-Michel a reçu un coup sur la tête quand Jean-Philippe Rigaud avait tout fait pour que ce soit lui qui soit professeur en Aquitaine, et que 3 mois avant, il a décidé que ce serait fini, il a mis quelqu'un d'autre à sa place. Donc là, Jean-Michel, il a reçu un coup derrière la tête, et disons, ses travers se sont révélés. Je comprends, quelque part, il s'est défendu, et il a joué perso. Je veux dire, il y a humainement, ça a été extrêmement dur pour lui, et je comprends qu'il est disjoncté à ce niveau-là. Donc il y a 2 périodes. Il y a la période avant, et cette période-là, je veux dire, il a connu Jean, il a connu Rigaud, il a connu Borde, il a connu Guy, il a pour cause. Donc il était vraiment au centre des trucs, il connaît toutes les petites histoires, si tu veux. Et après, il y a effectivement, sur un plan politique, pour comprendre ce qui est devenu effectivement la préhistoire localement, il est un élément incontournable. Parce que si la préhistoire, elle est ce qu'elle est actuellement dans le Périgord, c'est essentiellement dû à sa faute. Il n'a pas voulu assumer, sous couvert de vouloir rester chercheur et de continuer à faire de la recherche, il n'a pas voulu assumer l'aspect administratif de la recherche. Et ça, c'est ce que ta mère disait, c'est un lâche, il ne veut pas assumer ses responsabilités. Et alors pour en revenir à un truc un peu plus général et sans parler des personnes, Jean Plassard me disait avant-hier en parlant de mon père qu'il faisait partie quand même de l'ancienne génération, il était préhistorien, au sens un peu complet du mot, c'est-à-dire capable de parler un peu de typologie, mais aussi
d'art pariétal, ou ci ou ça. Tandis, et il me disait, Plassard me disait, maintenant, on est dans l'hyperspécialisation, il n'y a plus de préhistorien au sens large, ou beaucoup moins. Par contre, il y a voilà. Est-ce que c'est vrai? C'est à la fois vrai, c'est à la fois faux. C'est vrai dans le sens où... moi, je ne parlerai pas de Borne, mais je parlerai de ton père, effectivement, ou je parlerai de Louis-Courant. C'est des gens qui avaient une culture en dehors de la préhistoire. Ça, c'est quelque chose d'un sens totalement essentiel. Et qu'à l'intérieur de la préhistoire, c'est effectivement des gens qui avaient une culture générale très importante. L'inverse, l'autre côté du miroir, c'est que cette généralité avait ses limites, car à un moment donné, il fallait avoir un discours un peu plus rigoureux sur les bases de données. Alors à l'époque, ils pensaient l'avoir. Donc là, c'est de l'histoire des sciences. J'accuse pas le fait qu'ils n'en avaient pas. Mais ils pensaient qu'ils l'avaient. Et c'est très intéressant parce que c'est des gens à la fois qui avaient un discours très anthropologique et qui se sont mis à utiliser des outils qui étaient de plus en plus naturalistes. Et donc, il y avait une espèce de déshumanisation qui commençait à s'opérer. Et ça, Jean l'a parfaitement compris. D'ailleurs, moi, quand il discutait avec moi, il me dit, mais au contraire, je veux dire, il était content, effectivement, d'avoir un mec comme moi et non pas avoir un gars de l'école de Bordeaux. Moi, j'étais de l'école de Tixier de Louis-Courant et non pas celui de Bordeaux, parce qu'effectivement, il dit, voilà, vous reparlez de bonhomme derrière. Mais pour parler de nouveau de bonhomme, il a fallu devenir spécialiste, se spécialiser dans un autre aspect, comme eux s'étaient spécialisés dans la typologie. Alors, et ce qui s'est passé, c'est que pour acquérir ce nouveau discours anthropologique sur l'homme, il fallait en passer par une compréhension de ce qu'était la technologie. Alors la différence, elle est fondamentale. Pour devenir typologue, reconnaître un outil, je peux vous former, moi je suis prof, je peux vous le dire, je peux vous former en 3 mois. Vous savez reconnaître tous les outils de la planète, toutes les formes qu'on a reconnues et qu'on a classées. Si vous voulez devenir technologue, c'est-à-dire comprendre comment analyser à travers le temps et l'espace des schèmes opératoires ou l'ensemble des connaissances et des savoir-faire, donc ça suppose une lecture différente. Comment cet objet a été fait, quelles sont les techniques, quels ont été les problèmes rencontrés, est-ce que son projet il est global ou il est partiel, c'est-à-dire est-ce qu'il va débiter tout d'un coup en fonction d'un projet ou de projets multiples, contemporains ou successifs. Donc, ouais. Et c'est ça la technologie. Et c'est ça la technologie, bien sûr. C'est pas la lecture du caillou, je veux dire, la lecture du caillou, c'est fondamental, mais bon, à un moment donné, une fois qu'on sait reconnaître le bleu et le rouge, c'est pas suffisant pour être peintre. Hein. Et donc... Or, c'est 10 ans. Voilà, pas compliqué, c'est 10 ans de formation. Et donc, on a eu une espèce comment dirais-je, de répulsion. Alors, il y a eu 2 attitudes. Hein. Il y a eu les gens comme ton père qui disent « moi je comprends, mais bon, je suis trop vieux pour investir ». Des gens comme Rigaud aussi, on dit « moi je comprends parfaitement l'intérêt de ce show, mais là, j'investirai pas dedans, mais je ferai venir des jeunes, des trucs comme ça ». Et puis il y a eu un certain nombre d'autres personnes qui là dit c'était tellement compliqué pour eux et qui voulaient garder un certain pouvoir, donc on dit ouais non c'est un discours d'hyper spécialiste, comprenez, voilà. Et donc une espèce de, là encore la rumeur est intervenue et donc on a été considérés comme des hyper spécialistes. Bon, c'est bizarre parce qu'on est des hyper spécialistes en Dordogne et on est reconnu mondialement. Je veux dire, voilà, je dis bon. Au début, c'était un peu surprenant, si tu veux. Moi, je suis médecin de formation, hein, donc j'ai travaillé 10 ans à l'hôpital, 10 ans dans le privé. Donc là, je peux vous dire que les relations humaines sont les mêmes. Le problème, c'est que c'est un milieu extrêmement fermé intellectuellement. Et même chose au niveau médical. Je veux dire, dès qu'on arrive, il y a 2 types de conflits. Il y a les conflits intellectuels. C'est-à-dire des gens qui utilisent des méthodes différentes, qui reposent sur des paradigmes différents, des orientations idéologiques différentes. Bon, et ça, c'est bien, ça c'est la construction de la différence, c'est l'altérité. Et puis, dans le milieu médical, j'ai rencontré aussi des gens petits au niveau intellectuel et qui mettaient tout derrière une technique et puis disaient que l'autre est mauvais parce qu'il n'a pas utilisé ce médicament-là. Et bon, voilà. En préhistoire, c'est la même chose. Mon problème en préhistoire, c'est que les grands bonhommes ont disparu. Voilà. Et on a eu, nous, on est encore un peu sous le joug d'une génération
qui étaient plus, je dirais, des professionnels, entre guillemets, mais dans leur domaine, j'allais dire des techniciens spécialisés, quoi. Voilà, des bons ingénieurs ou des bons techniciens. Mais on n'avait pas des gens qui avaient une vision, je dirais, ou alors tous ceux qui en ont eu ont systématiquement été zigouillés. Bon, ici, moi je représente maintenant une école à Paris, je veux dire, on appelle ça l'école structurale. Bon, je veux dire, on peut être pour, on peut être contre, je veux dire, ce problème il n'est pas là. Mais on propose quelque chose de nouveau. Voilà. Mais quand ça arrive ici, si tu veux, c'est tout juste, si tu veux, s'il n'y a pas la botte d'ail, la croix et le chat noir planté sur la porte d'entrée, si tu veux. C'est vraiment, c'est étonnant, si tu veux, c'est étonnant. Et c'est d'autant plus étonnant que beaucoup des jeunes maintenant qui travaillent ici, ils ont été soit sur mes chantiers de fouilles, soit de mes anciens élèves. Et il y a une espèce de tropisme qui fait que quand on veut travailler ici, il faut faire allégeance à je ne sais pas quoi. Et en faisant allégeance à je ne sais pas quoi, tu te rends compte que ces gens s'appauvrissent considérablement. Je veux dire, à un moment donné, pour faire partie du club, il faut accepter donc un certain nombre de principes. Et ça, pour moi, c'est un manque d'ouverture sur l'extérieur. Mais quand tu dis il n'y a plus de grands comme avant, il y avait le Roi Gourand, mais là il y a quand même Vialou, Clotte, Coppens et comment il s'appelle, pour n'en citer que 4 et 2 Lumelé, c'est quand même 4 très grands préhistoriens. Tous à la retraite. Tous à la retraite. Alors, Coppens, si tu veux, c'est Coppens, je suis assez admiratif, et je l'appelle le fossoyeur de la préhistoire. Mais bon, je l'appelle le fossoyeur de la préhistoire parce que, par défaut de combattant, il a gagné. Voilà. C'est tout le débat de la paléoanthropologie et de la préhistoire. Avant, tu avais des gens comme le Roi Gourand, comme tu disais, et François Borde, qui étaient des anthropologues. C'est-à-dire, ils étaient capables de parler de cailloux, de comportement. Je veux dire, même François Borde, je veux dire, qui était plus typologue que le Roi Gourand, était quand même quelqu'un de cultivé. Et Delomelay, lui, c'est un fou de la préhistoire. C'est un amoureux de la préhistoire, et qu'à partir de là, il y a une relation très sensitive, donc beaucoup moins rigoureuse, entre guillemets. Bon, on en reparlera. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir des années 70, avec toutes les découvertes qui ont été faites en Afrique de l'Est, sur les bonhommes, les morceaux de crâne, ça a complètement révolutionné, ça a donné une profondeur temporelle, et puis en plus on a eu des datations. Donc le discours est devenu complètement anthropologique. Pour avoir la parole, il fallait être anthropologue. D'ailleurs, tu regardes toutes les émissions, tous les documentaires, c'est sur des crânes, c'est sur des choses comme ça. Donc les anthropologues sont devenus la coqueluche, en plus comme c'était les Américains qui les ont en partie trouvés, donc imagine un peu la puissance médiatique qui a été derrière. Donc c'est devenu, dominant par les découvertes qu'ils ont faites, l'importance des découvertes qu'ils ont faites. Et puis, face à ça, il y avait un discours donc, de préhistoriens, de François Borde, de Laura Gourand. Laura Gourand n'a jamais été traduit aux États-Unis, donc il a fallu attendre les années 90 pour avoir la première traduction. C'était, à mon sens, trop tard. Et Borde, lui, il y est introduit aux États-Unis, mais à travers une approche donc typologique, rigoureuse, un peu, entre guillemets, objective, scientifique. Voilà, on a un outil, méthodologique. Et donc, mais très vite, les Américains, eux, à travers ces vestiges, ont eu un discours déviant, c'est-à-dire qu'ils ont automatiquement, à partir d'un crâne, ils ont commencé à parler de cognition. C'est Shakespeare, en regardant le crâne, tout. Moi, je regarde un cerveau, je peux éventuellement essayer de comprendre ce qu'il y a dedans avec des outils, mais si je regarde un crâne, je ne vois pas le cerveau. Alors, je suis désolé de dire que les anthropologues, ils n'ont que des fossiles et que des restes fossiles. Donc, moi, c'est une arnaque à ce niveau-là, sur un plan scientifique. Parce que ceux qui peuvent parler sur un plan cognitif, c'est ceux qui vont travailler sur l'interface culturelle. Moi, entre moi et mon environnement, j'utilise des outils ou des symboles. Bon, je veux dire, j'ai un certain nombre de panoplies qui sont le résultat de ma propre culture. Ce qui nous reste, c'est les outils, entre autres, et les peintures dans notre cas. Bon, les peintures, on peut faire un croix parce qu'ils ne sont pas là pour nous les raconter. Donc, on a les outils. Donc, si on reste dans une approche naturaliste, on tue le comportement, on tue l'analyse humaine, je veux dire, puisqu'on classe. Voilà, c'est un éléphant, c'est une vache, mais on s'en fout de savoir si c'est vraiment un éléphant ou une vache. C'est à peu près ça la typologie. Quand on parle de bec de canard, ça ne vous donne pas une idée réelle, effectivement, de l'outil. Si on parle de limace, ça veut bien dire qu'on est incapable de dire effectivement ce que c'est. Et donc, face à ce discours anthropologique à extension cognitive, je dirais, et
à côté, tu avais un discours pauvre, naturaliste, voilà, c'est un biface, bon, c'est symétrique, truc comme ça, bon, c'est extrêmement pauvre, je dirais. Et la technologie, elle est arrivée à point pour concurrencer ce discours paléoanthropologique. Ah, mais attends, ce discours technologique, il est français. Et là, c'est pas passé, je veux dire, c'est pas passé. Donc, et c'est extrêmement compliqué. Moi, et c'est qui a boosté la technologie c'est Tixier. Dans l'histoire de la préhistoire? C'est Leroi-Gourhan, et après, sur un plan médiatique, c'est Tixier. Parce que Tixier, avec ce qu'il avait fait dans Life, donc a montré l'école française, et après, tu as eu Jacques Pellegrin aussi, qui était dans Et Crabtree, truc comme voilà, ça. Crabtree c'était un pote. Bon, je veux dire, c'est la fameuse réunion en 64, je crois, au musée des Aisies, où tu avais Borde, Crabtree et Tixier qui étaient tous là. Bon. Ça, c'était extrêmement intéressant. Mais après, ça s'est professionnalisé. Donc, Borde est mort, Tixier, lui, a monté son équipe, et Crabtree, lui, il n'a jamais eu de poste aux États-Unis. Donc, et puis, donc, tu as eu cette vague anthropologique qui a tout balayé, effectivement, qui a tout balayé. Donc, on se retrouve actuellement avec un discours purement anthropologique. Regarde ce qui s'est passé. Je veux dire, François Borde, Coppens a eu la chaire de préhistoire. C'est quand même absolument extraordinaire, je veux dire, de se dire que... Bon, il a eu la chaire de préhistoire parce qu'effectivement, il a trouvé Lucie. Bon, il ne l'a jamais trouvé, c'est pas lui, il n'était pas présent, donc on peut... Bon. Mais il y a toute une espèce de mythe qui a été construit au niveau de Lucie. Et c'est un... Pour la petite histoire, moi un jour, j'ai eu Yves, je mangeais avec lui il y a 4 mois ou 5 mois. Qui? Avec Yves Coppens. Ah oui. Et je lui dis, mais je sais qu'à un moment donné, vous étiez passionné de films, je veux dire. Je dis, à chaque fois qu'on voit les anciens documentaires, même américains, à un moment donné, on voit Yves Coppens qui a 30 ans, qui a 20 ans, et tout ça. Il me dit, oui, mais j'étais l'assistant d'Agnès Varda. Il était au CNRS, il venait de rentrer comme jeune chercheur au CNRS, et il a été toujours passionné par le cinéma. Et en fin de compte, il était, à un moment donné, alors je ne me souviens plus exactement l'histoire, qui lui a envoyé une lettre, je ne sais plus si c'était Balou, non, je crois que c'est Balou, ou un autre bon grand patron de préhistoire, en disant il faudra que vous choisissiez entre la préhistoire et l'anthropologie et le cinéma. Et il a reçu cette lettre quand il était en train d'être donc assistant d'Agnès Varda. Et donc il a réintégré la préhistoire, mais il a toujours gardé ce côté médiatique. Je veux dire, il a un réseau, je veux dire, là-dedans. Et c'est pour ça qu'il est devenu célèbre. C'est un monde stupide. Stupide. Pour moi, c'est un monde stupide. Je veux dire qu'à ce niveau-là, il y a vraiment un problème. Il y a un problème d'intelligence derrière, si tu veux. Il n'y a pas de Big Man, comme diraient les Océaniens. On a affaire à des gens... Bon, mais c'est aussi assez classique, hein, je veux dire, comme... il y a eu des très fortes personnalités, et ces très fortes personnalités ont empêché, effectivement, à d'autres, parce qu'il suffit de voir, par exemple, tu as eu Jean avec François Borde, puis tu as eu aussi Brésillon avec Leroi-Gourhan, je veux dire, bon, Brésillon qui était un très grand préhistorien, qui a été un élève, un collaborateur de Leroi-Gourhan, et à un moment donné, il n'a jamais accepté que Brésillon vive de par lui-même. Bon, voilà. Alors ça, c'est un schéma, tous les préhistoriens m'en parlent. Le coup du gars qui prend son envol et que c'est mal perçu par l'ancien patron. Ah, totalement. Et ici, si tu veux, on en est à la 3e génération bordienne, entre guillemets, donc des gens qui ont connu Borde, mais qui ont été un petit peu leurs élèves, comme Jean-Michel Geneste, ou comme Jacques Pellegrin, si tu veux, qui vit dans le fantasme que Borde, c'était son patron, je veux dire, c'est absolument extraordinaire. Jacques a commencé à tailler, c'est le plus grand tailleur au monde, hein, l'un des plus grands tailleurs au monde. Il a commencé à tailler avec Borde. Bon, Jacques, bon, bref, je pourrais vous raconter longuement ce détail, mais bref, et bon, il faisait que tailler avec François Borde. Alors c'est vrai que François Borde l'acceptait dans son jardin à tailler. Et puis après, Pellegrin est rentré dans l'équipe de Tixier. Et puis Tixier l'a beaucoup aidé, je veux dire, il a été formé par Tixier. Et puis à un moment donné, Jacques a eu un lapsus, il a dit, de toute façon, le seul patron, mon patron à moi, c'est François Borde. Donc on est dans le mythe. On est dans le mythe de François Borde, d'autant plus que quand les gens sont morts, c'est d'autant plus facile à revendiquer un mythe, puisque l'autre n'est pas là pour... Et donc on a affaire à 2 personnes, là, actuellement, qui sont Jacques Pellegrin et Jean-Michel Geneste, qui sont les défendeurs du temple de François Borde, une espèce de mythologie. Ah, Madame Borde, grande personne... Voilà. Donc il faut, à mon sens, attendre la 3e génération, la 3e ou 4e génération, pour que les choses retrouvent leur niveau, leur équilibre, un équilibre mental sain. Voilà, je pense.
Donc, et ça va se faire dans une petite dizaine d'années. Jean-Michel va partir dans 7-8 ans, Jacques partira dans une petite dizaine d'années, Maury à peu près la même chose, donc voilà, et à partir de là, bon. Et Jacques Pellegrin, il est où Il est à Paris, il est chercheur, il est directeur de recherche au CNRS maintenant, dans l'ancienne équipe de Jacques Tixier. Donc, quelle fac en fait Ah ben il n'est pas une fac, c'est à la MAE, Maison de l'Archéologie et de l'Ethnologie. Voilà. Équipe dans laquelle je faisais partie et que j'ai quitté pour en créer une autre. Donc je suis le fils indigne qui a osé quitter la maison mère pour créer quelque chose de nouveau. Donc voilà, donc il y a cette espèce comme on disait tout à l'heure, cette espèce de club cette mainmise. Alors tu as l'abruti du coin qui est Cléiémer, on sait qu'il est complètement con. Voilà, je veux dire, Non, mais c'est marrant, moi je croyais qu'il était salaud, ours mal léché au-delà de tout ce qui est capable de passer d'énergie, mais con, c'est une découverte. Alors là, je ne savais pas du tout. Moi je croyais que c'était un mec super pointu, quand même, non, pas du tout. Non, pas du tout. Ah non. C'est un mec qui a fait une thèse sur les outils de pêche, et puis depuis... De toute façon, il s'est toujours dit, moi je ne suis pas chercheur, bon, c'est pas un mal, hein, je veux dire, mais bon, je veux dire... La petite histoire, c'est qu'il fallait quand même, il fallait le caser, quoi, à un moment donné. Donc, il n'était pas question que Borde avait déjà réussi à imposer ton père contre la direction des musées. Il n'était pas question que, alors que Jean me proposait, je devais être le successeur de Jean, si tu veux, au niveau du musée. Donc, c'est quand même, c'est important, si tu veux. Donc, et ça, ne s'est pas fait parce que les directions du musée, comme Jean n'avait pas sa carrière complète, donc ils lui ont dit, écoute, voilà, tu viens directeur, moi, conservateur en chef, truc comme ça, donc ça te permet de gagner des points. Et c'est là où il a lâché, donc la direction du musée a dit, nous, on envoie notre bébé qui était Cléiémer. Mais ça, Jean me l'a dit, alors, honnêtement, et sans cacher le détour, même s'il n'en était pas très fier, si tu veux. Il est arrivé de Saint-Germain. De Saint-Germain, oui, tout à fait. Ouais. Puis on savait que c'était pas une perle, quoi, mais bon, on pensait pas à ce niveau-là qu'il était con. Et puis, bon, c'est quelqu'un qui est brutal, c'est quelqu'un... Alors, quand il est arrivé... bon, évidemment, moi, j'étais l'autre candidat de Jean Guichard. Donc, si tu veux, là, c'était déjà la gousse d'ail, si tu veux, dès que j'approchais. Non, mais, tu vois, ça a été... moi, j'avais pas de poste, si tu veux, encore à l'époque. Mais bon... Rigaud était plutôt... Jean-Michel et Rigaud étaient plutôt intéressés à ce que ce soit moi. Parce que bon, c'était eux qui m'avaient mis sur le Bergeracois, donc ils voyaient une certaine logique et une certaine cohérence. Donc ça s'est très très bien passé au départ, sauf évidemment avec les Yémerles. Et puis après, tu as une déliquescence qui s'est opérée, Jeunesse s'est fâché avec Rigaud, bon, c'est devenu les ennemis, cette histoire de poste à la fac, Jean-Michel a managé Maury, celui d'archéologie départementale, donc il s'est mis celui-ci dans sa poche, en y mettant Jean-Michel, en y mettant Chadel, micmac, en espérant de gagner le CNP, parce que ça, moi, il me l'avait dit depuis que je le connaissais, il me disait, je veux récupérer le CNP, tout en considérant que l'autre était un con, que les Yémerles était complètement con. Donc c'était pour lui un moyen parce qu'en fin de compte, le rêve de Jean-Michel, c'était d'avoir le musée des Hésies. C'est ça qu'il aurait aimé avoir. Et il n'a jamais été proposé. À un moment donné, il eût été peut-être plus intelligent que Jean demande à Jean-Michel. Mais là, c'est ta mère. Ta mère n'en voulait pas. Si tu veux, Jean-Michel, il n'approchait pas à 20 mètres, si tu veux. Tu vois. Donc c'est pas fait. Donc c'est construit sur des rancœurs, cette histoire-là. Sur des combats de personnes, sur un héritage de conflits, je veux dire. C'est plus par défaut qu'on opère les choix que vraiment en pleine... Ah non, bien sûr, totalement, oui. Il n'y a aucune... C'est là où c'est pas intelligent, si tu veux. Là où t'as l'impression de quelque chose d'extrêmement recroquevillé et de terrible. C'est que tu te dis, bon, ça ne pourra évoluer que quand les gens vont mourir ou quand les gens vont partir à la retraite. Mais c'est des gens, si tu veux, qui n'ont pas d'assises scientifiques. Bon, donc, ils ont une assise politique avec le Conseil général, ça tombait bien, puisqu'ils avaient effectivement un Cazot qui est du même registre qu'eux, je veux dire, c'est une espèce de nationalisme d'ordonnier.
Donc Cazot fait avec eux, et puis eux font avec Cazot, et puis voilà. Je veux dire, maintenant, est-ce que Jean-Michel Genest est dans un colloque international depuis 10 ans? Non. Est-ce que Jean Maury est dans un colloque international? Maury. Non. Est-ce que Chadel? Non. Voilà. Je veux dire, bon, c'est... Quand tu penses qu'il y avait Madame Borne, il y avait Guichard, il y avait Madame Guichard, il y avait François Borne, il y avait Jean-Philippe Rigaud, il y a encore 20 ans, tu te dis, merde, il s'est passé quelque chose quand même, je veux dire, depuis, tu vois. Il s'est passé quelque chose. Et ça, il faut bien chercher les responsables de ce truc-là. Je veux dire, le Périgord n'est plus ce qu'il était. Alors on vit sur un mythe, encore. Bon, parce qu'effectivement... Et alors, excuse-moi de te couper, Eric, mais c'est pour bien comprendre. Donc, à ton avis, à l'origine de ça, c'est cette mainmise du Conseil général, c'est cette espèce qui a dénaturé, qui a perverti les choses. Totalement, qui a ramené par le bas un peu, on a ce que tu disais, placé les gens Ah oui, on a fait... Moi, je pense que le Conseil général, je veux dire, le Conseil général ne se mêlait pas. Bon, il avait créé un service d'archéologie départementale, mais il en restait très très loin, je veux dire. Et quand tu vois que le PIP est une construction, je veux dire, c'est le bébé de Cazot, tu vois, je veux dire, c'est le bébé de Cazot, quand tu vois le nombre d'euros, de centaines de milliers d'euros qu'il a, quand tu vois ce que c'est et tu vois ce qui en sort, tu te dis, tu mets n'importe quelle commission du Sénat, je veux dire, la Chambre des députés dessus, à un moment donné, ça va sortir, si tu veux. Donc, la Cour régionale des comptes. Totalement, je veux dire. Nous, on a des amis qui sont conseillers régionaux, bref, et qui sont donc, en tant que conseillers régionaux, conseil d'administration du PIP, ils te le disent, c'est une aberration. Je veux dire, quand tu vois la quantité d'argent qui est drainée, les plans qui sont faits. Alors, au comité scientifique, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Jean-Michel Genest, qui tire les ficelles derrière. Jean-Michel, c'est toujours, j'ai un pied dedans, mais 2 pieds dehors, tu vois. C'est un garçon à 3 pieds, comme disait ta mère. Donc, bon, ben voilà, bon, ben ça va évoluer comme ça. Donc, le PIP, tant que Cazot est là, il va survivre. Le jour où Cazot disparaît, c'est fini. C'est totalement fini, si tu veux. La seule institution qui va rester, si tu veux, c'est le musée des Zizi. Moi, j'ai fait partie, à un moment donné, du comité scientifique pour élaborer ce musée. J'ai toujours été sur les papiers. Hein. J'aurais dû toucher de l'argent, j'en ai jamais vu un centime, et puis à un moment donné, je faisais plus partie des papiers, si tu veux. Parce que dans cette histoire-là, il y a eu un individu qui s'appelait Van der Merch, qui était professeur à Bordeaux, et qui était anthropologue, paléoanthropologue, et qui a pris le pouvoir sur Bordeaux après la mort de François Borde. Ça, c'est un élément extrêmement important. Et là, donc, cette espèce d'hégémonie de la paléoanthropologie, Rigaud a joué avec lui. C'est le problème bordelais à ce niveau-là. Et donc, Cleyer-Merle s'est appuyé sur Van der Merch, qui était un fin politique. Lui, donc un fin politique, qui était quelqu'un qui était des Charentes-Poitou et qui était paléoanthropologue, qui n'a jamais fait un caillou, il ne savait pas de quel côté ça se regardait. Bref. Et on a vu, moi je me souviens de cette première réunion où c'était quand même un musée national de préhistoire, donc c'est un musée international de préhistoire. Et donc moi je pensais que dans la rénovation du musée, ça allait être, on allait mettre une ouverture, je dirais, au niveau national et au niveau international, je veux dire, puisque ça drainait tant de personnes de l'étranger, c'était le moment de mettre de l'international, je veux dire, avec les grandes découvertes qu'il y a en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie, donc de ramener tout ça, si tu veux, sur le centre quitte à ce qu'on s'appuie sur nos propres collections, mais bon, je veux dire, vraiment... Et puis on m'a dit, Cleyer-Merle en tête et Van der Merch en tête, et Rigaud en tête, je veux dire, là, cette réunion-là, c'était très clair, on a des collections, on va les mettre en valeur, et on va s'appuyer sur nos collections. Ah, donc c'est devenu un musée régional de la préhistoire. Moi, c'est le musée sur la vallée de la Vézère. Ce fameux mur de cailloux, si tu veux, c'était à la gloire de notre ami Cleyer-Merle, qui a réussi à acheter et à faire venir l'ensemble des collections, des grandes foules de Bordes, au musée des Zizi.
Voilà. La grande dame de Michel Lenoir qui faisait des recherches dessus d'ailleurs et qui a vu tout partir. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est Jean-Philippe Rigaud qui a voulu effectivement faire. Donc la jouer Bordeaux contre les. C'est Bordeaux, Bordelais. C'est Bordeaux, Bordeluche. Moi, je suis pas au courant de tout, mais je veux dire de l'extérieur, je veux dire, tu es à la fenêtre et tu regardes. Je veux dire, tu regardes ce qui se passe. Et donc voilà ce que c'est devenu. Et alors, quand tu sais que la préhistoire dans le monde, c'est 95% de plein air. Et c'est 5% de grottes. Si tout le monde avait vécu en grotte, il y aurait des problèmes de logement comme actuellement. Donc, moi, je pensais que, même au niveau de la muséographie, c'est-à-dire c'est un musée qui s'est ouvert. En fin de compte, ce musée a été conçu, comme le dirait Van der Merch, on est à l'extérieur et on rentre dans la grotte. Donc, ce musée a été conçu comme une grotte. D'ailleurs, quand tu vois, ce musée, il n'est pas ouvert sur la vallée de la Vézère. C'est un réseau karstique artificiel, si tu veux. Donc c'est une vision de la préhistoire, je dirais, de l'anthropologue, parce que qu'est-ce qu'il y a au fond de la grotte? Il y a la sépulture. En y mettant les richesses, parce que sur les parois, il va y avoir des peintures et des gravures. Et puis, comme on ne taille pas à l'intérieur, on taille à l'extérieur, donc en dehors de ça, tu as le mur de cailloux, si tu veux. Donc tu as un mur où tu as des cailloux, avec un mur où tu as des peintures, et tu as un mur où il y a une sépulture à son pied. Tu vois. Voilà comment ce musée s'est construit. Alors tu te dis, moi je me souviens, c'est il y a 20 ans, tu te dis c'est mal barré. Je veux dire, il y avait Françoise Douze, bon bref, d'autres personnes du Comité national. On s'est dit, mais où on va, tu vois. Donc, alors, excuse-moi. D'ailleurs, j'ai sollicité l'interview de Buffy. J'espère qu'il va me recevoir. Ouais. Parce que est-ce que par hasard, il n'y aurait pas eu aussi à la base de cet échec muséographique, si on peut appeler ça comme ça d'un mot, est-ce qu'il n'y aurait pas eu la fausse bonne idée qui consiste à dire à un archi est-ce qu'on n'a pas fait passer l'architecture avant la pédagogie? Ah ben oui, parce qu'après il a fallu mettre quelque chose dedans. Ça a été conçu comme ça. Moi, je ne connais pas dans le détail ce qui s'est passé, si tu veux. Par contre, je me souviens que quand ton père me proposait de prendre sa succession, on a parlé longuement, et j'avais tous les plans, et j'avais tout son projet, si tu veux, de muséographie. Je dois l'avoir encore peut-être quelque part. Je ne sais pas où, mais je dois les avoir, ces documents. Et où j'ai tout, peut-être que j'ai tout jeté de rage à un moment donné. Et il y avait un projet muséographique, et il n'y avait pas de projet architecturaux dessus. Je n'ai pas souvenir où il y avait une idée, bon, il y avait une volonté qu'il y ait des laboratoires plus larges pour des collections, des places pour les collections, des places pour les chercheurs. Bon, il y avait effectivement des espaces, mais la conception architecturale, ce n'était pas forcément le plus important. Et c'était savoir ce qu'on voulait représenter de la préhistoire. Et moi, le souvenir que j'en ai de Jean, c'était qu'il avait vraiment une vision internationale. C'est-à-dire que lui, c'est quand même lui qui a réussi à faire venir le plus grand nombre de personnes dans ce musée, donc il voyait très bien qu'il y avait plus de Hollandais que de Français, quand même, à un moment donné. Donc, et puis quand tu vois que moi, tous mes étudiants, maintenant, qui ont une trentaine d'années, ou qui ont 35 ou 40 ans, disent « Mais moi, je suis venu à la préhistoire avec ce musée », je veux dire que les gosses de 20 ans que j'ai, ils me disent pas ça, tu vois, ils connaissent même pas le musée de Paris. Donc le musée de l'Hésésie a été quelque chose d'important, et même moi qui suis, bon, je veux dire, quand j'ai vu ce qu'avait fait ton père, je sais pas, je connaissais pas ton père à l'époque, hein, mais bon, c'est la nouvelle galerie tout en haut, moi j'aimais bien, si tu veux, de la couleur, c'était bien présenté. Le projet était pas forcément, si tu veux, ficelé, mais bon, je veux dire, pour vendre son projet, quand même, il a bien fallu qu'il y mette quelque chose. Et à l'époque, il a réussi. Bon. Donc Leyemers, lui, il a récupéré effectivement le cadeau qui était tout prêt. Alors évidemment, à partir de là, il fallait tout recommencer à zéro. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? La nouveauté, donc, bref. Hein, la croix sur la mémoire. C'est bien. Bon. Je sais pas, on aurait eu un mec comme Laura Gourand qui aurait pris la direction du musée, je voulais bien le suivre, si tu veux. Je veux bien admettre qu'on mette une croix sur quelque chose. Mais bon, même Laura Gourand n'a jamais tué ses pères. Avec Leyemers, là, en plus avec l'aura du musée de Saint-Germain. Ouais, quand on compare ce qu'avait fait Delporte et ce qu'a fait ton père, à mon sens, c'était à peu près équivalent. Il n'y avait pas mieux à droite ni mieux à gauche. Hein. C'était bien à droite et à gauche. Ce qu'on voit actuellement au musée, c'est des antiquités, c'est le groupe Delporte. Tout à fait. Je l'ai visité il y a un Tout mois, à fait. je me suis régalé, je dois dire.
Bon, il y a eu des transformations qui ont été faites, mais là-bas, si tu veux, ces fameuses vitrines avec les périodes, trucs comme ça, c'était le même courant, si tu veux. Delporte, Borde, Guichard, c'était la même période, c'était la même approche, une typologie analytique, classificatrice, reconnaître. C'était le bordel avant, donc on ne peut pas dire qu'ils n'aient pas mis de l'ordre. Bon, on est allé plus loin, mais ça, c'est normal, hein. Avant, quand on avait les médicaments, quand on n'avait pas d'antibiotiques, on soignait autrement, hein, la tuberculose. Bon, maintenant, on la soigne différemment. Bon, voilà. Donc, il ne faut pas critiquer, il faut toujours avoir conscience qu'on est issu d'une histoire et que les gens qui ont construit cette histoire, ils l'ont faite à un moment donné avec leurs moyens. Nous, on va être critiqués aussi, on s'inscrit dans une histoire. Ce qu'il ne faut pas, c'est être déviant. Voilà, je veux dire, ou nier, je veux dire, ça ne sert à rien. Je veux dire, c'est une dictature, on va où ça nous amener. Donc, ce musée a été, donc à un moment donné, donc il y a eu une espèce de réunion où on a fait venir Delemlay, Coppens, les grands bonhommes, et puis une espèce de messe qui a été faite. On nous a présenté le projet qui avait été sélectionné, mais pas muséographique, hein, mais le projet qui a été sélectionné. Alors là, je dois avouer que la première réaction des gens, ça a été de dire, tiens, c'est bizarre, face à la Vézère, construire un mur. Bon. Alors il y en a qui trouvaient ça original, nous, on a un certain nombre à se dire, fouillons dans le plein air, disant on va avoir du mal à s'intégrer dans la scénographie. Et après, donc, on a vu une équipe se monter autour de Jean-Philippe Rigaud, Cléier-Merle et Van der Merch. Donc la culture, Bordeaux, la faculté, et le musée. Alors là, le conseiller général, à l'extérieur, donc le service départemental d'archéologie, bon, je veux dire, qui n'avait aucune raison d'être là, parce que bon, sur un plan déjà intellectuel, on peut dire que Maury brillait, et puis bon, au niveau de sa position, c'était pas important. Et Jean-Michel Jeunesse, à l'écart. Donc là, déjà, c'était déjà clair. Et donc, il y a eu des réunions qui ont été... Ils ont essayé de jouer le jeu. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas essayé de jouer le jeu. Donc, ils ont ouvert à un certain nombre de personnalités différentes des unes des autres. Et puis, au fur et à mesure, on a vu que les seules personnes, au bout de 2 ans, qui restaient dans ce comité, c'était des gens qui étaient adoubés à Bordeaux. Je veux dire, le seul qui restait de la bande, il y avait Turc, il y avait Jacques Pellegrin. Je veux dire, mais Jacques Pellegrin ne voyait qu'à Bordeaux, si tu veux. Et puis voilà, comment c'est s'est constitué, donc chacun dans la flatterie, dans l'ego. Et puis on a vu, moi j'ai assisté à une réunion, je dis, j'ai jamais été invité à la deuxième, alors je faisais partie du comité scientifique, hein. La deuxième, j'ai jamais été invité, donc je ne sais pas s'il y en a eu une deuxième. Et on m'a fait comprendre que, voilà, que c'était comme ça. Et puis après, les ententes se sont défaites, ce qui a créé beaucoup de problèmes. Et puis après, donc... Alors, vaille que vaille, les choses se sont faites. Et puis, ça a donné un musée qui a rien... Voilà, c'est un beau musée des années 70. Moi qui ne suis pas préhistorien, je ne comprends pas bien c'est pas très pédagogique. Hein. Ce sont de beaux espaces architecturaux. On s'emmerde un peu, c'est un côté mausolée, c'est un côté... Ah mais totalement, mais oui, mais bon, si tu veux... Ça a été fait, hein, une bande de copains. Voilà, je veux dire, ça a été fait. Ah, tu comprends, alors, on a mis des moulages. Je veux dire, des moulages. Ah oui, le côté, par exemple, la sépulture de Saint-Germain-la-Rivière, bon... Alors, soi-disant qu'avant, c'était une vue de l'esprit de représenter comme ça, alors, bon, soit. Donc, ça, c'est les deux Luc qui m'ont expliqué cette histoire. Mais maintenant, c'est pratiquement des fagots, quoi. Je veux dire... Oui, non, mais bon. Puis alors, ces représentations de Néandertal, je veux dire, bon, voilà. Alors ça, on sait que c'est en voix off, ça. Mais c'est off, mais... Tu sais, ce qu'il faudrait faire à un moment donné, c'est l'histoire des femmes, ici. Mais mon père voulait faire un musée de la femme à Brantôme. Ouais. Il avait eu cette idée, c'est de lui qui me l'a dit. Parce que si tu suis les femmes, tu comprends beaucoup de choses. Hein. Parce que... comme le pouvoir est dans les mains des hommes, et qu'en fin de compte, la préhistoire ici, elle est faite par les femmes. Et les femmes sont passées dans les mains de beaucoup de personnes. Et comme ça, à un moment donné, moi, bon, je me suis dit, tiens,
Il y a telle chose au musée. Ah, bah, tiens, moi, je ne vois pas la chose qui est faite, je vois la personne, si tu veux. Qui était la maîtresse d'un tel, qui était une copine d'un tel. Ça peut paraître caricatural, ce que je dis, parce que c'est tellement grossier. Mais nom de Dieu, qu'est-ce que c'est vrai? Et je crois que c'est le problème, hein. Je crois que c'est le problème d'ici, je veux dire, c'est tellement grossier que c'en est caricatural. Voilà, donc, moi, ça me laisse, j'ai l'impression d'un énorme gâchis, Ce musée, bon, sur un plan muséographique, il apporte personne, je veux dire, il n'y a pas plus, je crois même qu'il y a eu des problèmes de visiteurs, il y a moins de visiteurs qu'avant. Il paraît que la fréquentation est en Totalement, totalement. Et puis, alors maintenant, on met campagne à côté, si tu veux. Alors, alors tu as le musée, tu as le PIP, tu as le service d'archéologie départemental, tu as Bordeaux, maintenant tu vas voir campagne avec la culture, puis tu as l'INRAP qui se mêle aussi. Tu te dis, tout ça, dans un microcosme comme ici, tu as envie de poser la question, mais pourquoi faire? Je pense qu'on est dans le mythe de la vallée de la Vézère, dans le mythe, effectivement, des Péronnies, de Breuil, non plus, de Péronnies et de Bordes. Voilà, je veux dire, chacun, puis on peut même y mettre le musée de l'homme, le muséum avec de l'Homelet, avec un Bripato. Tu te dis, mais où est la cohésion, où est la cohérence, où est le projet? Il n'y en a pas, si tu veux. Moi, à la limite, ça m'est égal qu'il y ait deux projets qui soient antinomiques, mais au moins qu'il y en ait deux, si tu veux. Ici, on a tué la diversité, on a tué la variabilité, on a tué l'altérité. Voilà. Excuse-moi de te poser une dernière question. Oh, tu peux y aller. Plus technique sur le LHE, sur Logerie Hôtesse. Est-ce que c'est vrai ce que m'a dit André, ou est-ce que tu en as entendu parler? C'est très technique de fouille, hein, tu vas voir. Enfin, il paraît que quand on fait des relevés X, Y, Z dans des carrés, c'est avec le coup des ficelles. Ouais. Enfin, il y a d'autres techniques, mais ma mère faisait comme ça, donc très bien. Mais il paraît que pour que ça fonctionne, il faut que tout ça soit en relation avec un niveau zéro général de tout le monde. Ouais. Comme ça, bon, là, vraiment, on peut... Et il paraît que ça manquait à LHE, que LHE est impubliable a posteriori, puisqu'il n'y avait pas ça. Est-ce que c'est possible ça? Est-ce que c'est... Enfin, et par contre, Bouvier me dit non, pas du tout. Si LHE est impubliable après coup, c'est parce que c'est d'une complication inouïe, c'est le site le plus dur au monde et tout, je sais pas quoi. Presque. Mais on a même accusé ta mère, effectivement, quand elle avait envie de se faire plaisir, d'aller fouiller un petit carré de fouilles derrière sa maison, tu vois. Qu'est-ce que j'ai pas entendu à ce niveau-là, tu vois. Non, je veux dire, c'est des sites en abri sous roche. Je dirais que si on dit ça, je veux dire, Delporte a eu les mêmes problèmes quand il a repris les fouilles. Ailleurs, je dirais, toutes les fouilles de logerie, je veux dire, c'est des fouilles anciennes où on a repris, on a repris, on a repris. Je dirais que, même moi, quand j'ai repris Barba, j'ai pas retrouvé les couches de ton père. Bon, tout simplement parce qu'il y a des variabilités de faciès qui sont que, bon, à droite, c'est pas la même chose qu'à gauche, et en abri sous roche, à droite, c'est pas la même chose qu'à gauche. Donc c'est facile de dire les méthodes de fouille. Bien sûr, je veux dire, tu comprends, je veux dire... Alors maintenant, on nous dit, oui, mais vous n'utilisez pas des théodolites laser, on utilisait des théodolites à main. Bon, je ne sais pas ce que ça apporte de plus, parce que tout est dans les carnets de fouilles. Je veux dire, une couche noire particulière entre une couche rouge et une couche blanche, ça se voit. Je veux dire, si elle est positionnée, si elle se caractérise par un certain nombre de caractères techniques, micromorphologiques, sédimentaires, on arrive à les retrouver. Je veux dire, bon, et puis bon, est-ce qu'on a besoin de ce niveau de précision? À un moment donné, il faut se poser la question, je veux dire. À Logerie Haute, savoir si on est dans le magdalénien moyen, ou dans le moyen supérieur, ou dans le moyen supérieur, moyen inférieur, moyen, si tu veux, franchement, où est la question? Où est la question, si tu veux? La question, c'est quoi? C'est de fouiller ainsi dans le Périgord? C'est d'avoir des connaissances sur le paléolithique, sur le magdalénien moyen? À ce moment-là, allons fouiller ailleurs. Faisons des prospections, allons fouiller d'autres sites. Pourquoi reprendre des sites qui sont si difficiles que ça? Pourquoi, si tu veux? Alors qu'on sait qu'effectivement, ces sites qui ont été archi-fouillés, ça a été tout, comme dirait Tixier, c'était tout la Laïti, tout la Laïtou. Bon, tout le monde l'a fait.
Tout le monde l'a fait à sa façon, tout le monde l'a fait avec des méthodes différentes correspondant effectivement aux périodes de l'époque. Donc ok, je veux dire, c'est inextricable. Alors, il y a une feuille de laurier qui a été trouvée. On aimerait vraiment savoir où cette feuille de laurier, c'est solitrait un machin, un truc comme ça. Moi, je pense qu'il y a des problèmes bien plus importants en préhistoire qui nécessiteraient qu'on ferme l'augerie, qu'on ferme beaucoup de sites de la Vézère et qu'on aille fouiller ailleurs, je dirais. Et c'est ça le problème, je veux dire, c'est qu'on n'arrête pas de reprendre des collections, de réétudier des couches. Alors, il y a des opérations qui ont été faites à la mi-coque, très ciblées, bien menées par Rigaud, par De Bénat, c'était très clair. Ok, je veux dire, ils sont restés 5 ans ou 10 ans, et puis après on s'en va. On pose une question, et puis on y répond, et puis après on s'en va, et puis on laisse le terrain aux autres, éventuellement dans 20 ans, dans 30 ans. D'ailleurs, De Bénat, il fouillait en Afrique, Rigaud a fouillé ailleurs, bon, c'était très bien. Mais là, je veux dire, c'est... Mais bien sûr, on trouvera toujours à redire. On trouvera toujours à redire. On peut même redire des choses sur les fouilles de Pincevent, de Leroy-Gourhan. Bien sûr, si tu veux. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on propose autre chose. Et qu'effectivement, on ne dise pas, on n'attaque pas la chose parce qu'on ne veut plus qu'elle existe, ou parce qu'on veut détruire les gens. Je veux dire, si on a un autre projet qui nécessite effectivement qu'on retravaille sur l'augerie, je veux bien l'admettre, mais à ce moment-là, avec un projet sûr, ou qu'on décide qu'on n'y travaille plus, voilà. Mais je veux dire, si c'est pour ressasser des histoires où on le connaît tous, je veux dire, tu sais, cette espèce comment on peut pas attaquer les gens réellement sur leur caractère scientifique, parce que on va les attaquer à travers le côté un peu scientifique de la préhistoire. Alors il n'a pas utilisé les bons outils, voilà, il n'a pas utilisé de théodolite laser. Moi, je me souviens quand j'ai repris une fouille en Chine, je me disais, tu es obligé d'utiliser un théodolite laser, tu verras, c'est fabuleux. Bon. Oui, j'ai utilisé un théodolite laser, c'est très bien, mais je sais très bien faire aussi avec un niveau à bulle et j'aurais eu le même résultat. Bon. C'est tout, je veux dire, à un moment donné, on me dit, sur les techniques de fouille, on dit, ah oui, mais là, tu tamises pas. Je dis, mais non, je tamise pas, parce que mon problème, il n'est pas à ce niveau-là. Les documents, on les a, mais je n'ai pas passé ma vie à travers le tamis pour faire un remontage entre 2 mm² qui témoignerait d'une perturbation. Je dis, est-ce que c'est ça, la préhistoire? Je veux dire, non, la préhistoire, c'est d'autres questions. Je veux dire, ça, c'est des moyens d'arriver à répondre à ces questions, mais s'il n'y a pas de questions au départ, alors à un moment donné, à quoi ça sert de se réfugier derrière cette espèce que j'appelle d'objectivisation scientifique? Tu vois, on va demander à faire de la palynologie, on va faire de la sédimentologie, on va faire de la micromorphologie, on va faire de la carpologie, on va faire de la logie, à plus savoir quoi en faire. Et puis, en fin de compte, les livres, c'est une addition de logie. Voilà, c'est une addition des documents. Puis alors, la question de départ, pourquoi on a fouillé cela? C'est la seule logique, c'est de la fouille. Et puis alors, qu'est-ce qu'on en tire? Ah bah alors, c'est perturbé, ou alors on a une séquence stratigraphique. Mais attends, t'as envie de te dire, mais la préhistoire, ça sert à quoi? C'est pas un travail de collectionneur, c'est pas un travail d'antiquaire. La préhistoire est pour répondre à des questions du présent. Mais oui, si je fais de la préhistoire, c'est pour comprendre le passé, pour éclairer le présent. Je veux dire que... Oui. C'est, je veux dire, je suis un historien, je ne suis pas un préhistorien. Je suis un historien qui travaille sur le temps long. Donc, j'essaye de comprendre effectivement ce qui se passe sur le temps long, à travers effectivement comprendre les changements. Et donc, moi, mon travail, il est diachronique. Je pense qu'en préhistoire, il y a actuellement, on peut dire qu'il y a 2 écoles. Il y a celle où, voilà, je vais te définir, je dis, bon, bah, je te définis par le moment présent, tu es assis là, tu me filmes, tu m'écoutes, tu as des lunettes, tu as un pantalon, tu as une montre, voilà. Je peux te définir comme ça. J'aurais pas tort. Mais je peux te définir aussi en disant, tu es fils de, tu es né à, ton histoire, c'est ça, donc par rapport à un passé qui amène au présent, non pas forcément à comprendre ton présent par rapport au passé, mais au moins à inscrire ce présent dans un passé. Et puis, si tu es là, c'est qu'il y a un futur qui n'existe pas encore. Donc, passé, présent, futur, ça s'inscrit. Et on a actuellement une approche, je dirais, du présent uniquement. Voilà, on fouille, on a une donnée. Alors maintenant, on sait tout sur ce qui s'est passé sur un sol archéologique. Mais est-ce que c'est ça la question? Je veux dire, ce qu'il faut, c'est pas
c'est comprendre ce présent à travers une question diachronique. C'est-à-dire, puisque ça veut dire quoi diachronique en un mot, excuse-moi. c'est le temps, c'est le temps long, c'est le temps qui passe. La diachronie et la synchronie, c'est le moment présent. D'accord. Donc, comprendre le temps présent à travers une approche diachronique. Je te comprends à travers ton histoire. Et non pas à travers... Et je ne vais pas additionner des moments présents. Voilà, j'ai pas reconstitué... Hein, voilà, alors on peut faire... C'est ce qui se passait à un moment donné au niveau de l'histoire. On apprenait l'histoire avec des dates. Hein, une succession de dates, ça faisait une diachronie, voilà. Et puis maintenant, toute l'école des annales, c'est se poser une problématique transversale, en disant je vais essayer de comprendre à travers une approche psychologique les transformations qui ont eu lieu à travers un temps long. Donc c'est-à-dire on va déjà prendre en considération l'homme à travers ce temps long et puis voir à chacune des périodes comment ce moment-là a été vécu. Donc c'est totalement différent comme approche. Ce qui a été important, c'était pour Louis-Gourhan, c'était de comprendre le moment présent, mais à travers justement cette notion de tendance. Comment ce moment s'inscrit dans une tendance. Voilà, tu as une deux chevaux et tu essaies de comprendre comment la deux chevaux s'inscrit par rapport à la deux Dion-Bouton et comment elle va s'évoluer vers effectivement la Ferrari. Voilà. Mais la technicisation de la préhistoire a fait qu'on s'est intéressé au moment présent. Et Pincevent a été le summum, je veux dire, ça a été de comprendre, c'était un moment fabuleux, je veux dire, ils se sont dit pour comprendre cette évolution diachronique, il faut comprendre les différents moments. Et donc on est tombé dans une espèce de technicité, de comment fouiller. Avec le théodolite laser, c'est la meilleure solution. Maintenant on peut fouiller sur des grands espaces, on peut remettre ça sur des carrés, on peut au millimètre près, cette pierre-là est à côté de celle-ci. Maintenant, moi j'en ai rien à foutre qu'elle soit là ou qu'elle soit là. C'est la notion de distance. Bon voilà. Donc il y a eu, et donc on a perdu ces grands bonhommes, surtout Louis-Gourhan, ont disparu, et puis donc penser le temps long, je veux dire, c'est des gens comme Brodel, je veux dire, c'est pas facile, je veux dire, c'est pas évident, je veux dire, il y a pas de choses rassurantes, donc on a cherché à s'appuyer sur des artefacts scientifiques, voilà, des outils techniques, et puis alors ce sol, on va en plus, pour mieux comprendre, on va faire de la carpologie, de la sédimentologie, de la micromorphologie, tu vois, on est allé chercher des logis pour accumuler, et puis à un moment donné, on se dit, putain, comment raconter cette histoire-là, elle devient vraiment avec beaucoup trop d'éléments. Alors bon, on va tout mettre dans un bouquin, et puis après, après on va passer à une autre couche. Et en fin de compte, on a perdu ce sens de la perception du moment à travers le temps, c'est-à-dire expliquer le moment présent à travers l'histoire de ce moment. Et ça, c'est une position, je dirais, philosophique dès le départ, mais qui était celle des années 20, qui était celle des années 30. Je veux dire, l'école des annales, c'est quand même les années 20 et les années 30, qui était celle des systématiciens, je veux dire, les années 40, les années 50, des ergonomes, les années 50-60, des philosophies des sciences, des gens comme Simondon, des gens... Bon, voilà, tu te dis, mais nom de Dieu, il y avait un background, dans les années, première moitié du XXe siècle, fabuleuse, même jusqu'aux les années 60-70. Et qu'est-ce qu'on en a fait après? Qu'est-ce qu'on en a fait? On a tout perdu. On a tout perdu. Moi, je me vis dans une archéologie pauvre. Moi, par rapport à ma carrière, il y a 20 ans, il y a 15 ans, j'ai voulu arrêter, je m'emmerdais. Je ne comprenais plus pourquoi je tapais sur un caillou. Je ne comprenais plus pourquoi je fouillais. J'arrivais pas à comprendre, si tu veux. Et avec Jean-Michel, à cette époque-là, on a fait ce qu'on appelle un salon, entre guillemets, littéraire, où on se réunissait tous les mois avec un anthropologue, des ethnologues, des philosophes, des technologues, et puis d'autres logues, entre guillemets, mais de disciplines complètement différentes. Donc on a échangé, on a essayé de voir d'autres aspects, de percevoir son propre domaine de recherche à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Et ça a été pour moi extra. Enrichissant, enfin. Ah ben bien sûr, Ah ouais. bien sûr. Si tu veux, ils m'ont fait découvrir des auteurs que je connaissais plus ou moins. Je me suis rendu compte que je connaissais pas bien Louis-Gourhan, que je connaissais pas du tout Simondon, que je connaissais un petit peu Mauss. Bon, Lévi-Strauss, tous ces trucs-là. Je veux dire, même si effectivement Audricourt, même si on le savait, c'est-à-dire l'entendre. Bon, et donc j'ai pu intégrer ma recherche dans un domaine d'anthropologie beaucoup plus large, si tu veux. Et pendant, je dis, je suis anthropologue maintenant. Parce que ce qui m'intéresse, c'est appréhender l'homme à travers sa globalité, mais avant tout à travers une réflexion. Alors je ne sais pas si je pense bien, mais je pense que pour moi, je pense mieux en tout cas. Je veux dire, je me soigne, comme dirait quelqu'un. Et là, c'est à contre-courant total. C'est à contre-courant total de ce qui se passe actuellement. Il y en a bien, hein, c'est isolé. Attention, on n'est pas le dernier des Mohicans, mais c'est pas à la mode. C'est pas à la mode.
Parce que moi, je peux vous raconter l'évolution de l'homme, mais comme je dis, moi, ça va être un énorme comté. Hein. C'est pas un gruyère. Hein. Moi, il y a des trous. Et ce qui m'intéresse, effectivement, c'est de comprendre pourquoi il y a ces trous. Est-ce que ces trous, ils sont parce qu'ils sont indéniablement... C'est pas. Est-ce que ces trous sont des trous noirs? Et encore, on sait que les trous noirs, c'est pas des trous noirs maintenant. Donc, vous voyez, toute cette réflexion-là, donc avoir conscience de ses propres limites, avoir conscience de ses propres outils, mais avoir aussi des questions très claires, dire qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je cherche, et comment je le cherche. Et tout ça, à mon sens, c'est que comme ça qu'on peut déboucher sur quelque chose d'autre. Alors voilà, la nouvelle école boydienne, entre guillemets, c'est de se dire, ben, on n'est pas grand-chose et on s'inscrit dans un tout, et que tant qu'on ne connaît pas un peu tout, il faut rester extrêmement modeste sur le contenu de... Voilà, et que, à la limite, moi, on m'aurait peut-être... peut-être qu'ils ont eu raison de ne pas me donner la direction du musée des Hésies, parce que ça aurait été peut-être à l'entrée, il y aurait eu un gros point d'interrogation, peut-être. Comme symbole, je dirais. Mais ça aurait été ça, ça aurait été une compréhension totalement différente. Bon, mais c'est un travail qui est long. Alors, je pense que beaucoup de gens, même des gens comme Geneste, étaient au début partie prenante de cette histoire, et puis l'histoire humaine et des individus fait que, bon, bah, lui, il a choisi une autre voie. Donc on ne peut pas non plus lui en vouloir. Je veux dire, ce qu'on peut lui en vouloir, c'est effectivement ce beau jouet qu'était le Périgord. Mais ils sont heureux aussi. Bon, peut-être que c'est moi qui me trompe, hein. Il va les interroger, ils ont l'impression effectivement d'avoir réalisé des choses, et c'est certainement vrai. Hier, Alain Rousseau me disait que le gars qui vend des phases, Ou Genestive ou Genestet, un truc comme ça, ouais. Il paraît que c'est tellement parfait que presque ça pourrait se retrouver un jour dans des musées, ça pourrait entraîner une confusion. Tu Non. Non, si tu veux, oui et non, si tu veux. Alors ça, c'est très intéressant, parce que c'est tout le problème de l'expérimentation. Tu peux reproduire une forme. Moi, je me souviendrai toujours d'un truc qui était, comment il s'appelait? C'était le directeur des Antiquités de Bourgogne, Thévenot, qui avait travaillé sur Solutré, donc sur les grandes feuilles de laurier de Solutré. J'étais au musée de Solutré il y a un mois, pour la première fois de ma vie. J'ai visité Solutré il y a un mois. Et Jacques Pellegrin était le grand spécialiste de la fabrication des feuilles de laurier. Et ça, moi, j'ai connu toute l'aventure avec Jacques Pellegrin, si tu veux. Bon, il en a cassé beaucoup, et puis à un moment donné, il avait réussi à avoir de magnifiques feuilles. Et je me souviens, fier, il va voir Thévenot, il dit voilà, feuille de laurier. Et Thévenot dit oui, c'est pas une feuille de laurier, c'est une feuille Jacques Pellegrin. Alors qu'au niveau de la forme... Et Thévenot a dit, non, vous n'avez pas vu, là, regardez, là, ça, il y a un petit coup de main, tac, tac, très caractéristique, nanana, vous voyez, très... Oh, Jacques dit, c'est ça, que ça ne tienne, je vais les faire. Et Thévenot dit, non, c'est pas ça non plus. Pourquoi? Parce que les hommes de la préhistoire, ils n'ont pas fabriqué des objets pour mettre dans une vitrine, ils ont fabriqué des objets pour s'en servir. Et donc, une feuille de laurier, c'est un tranchant avoyer. Et que le petit machin que l'on fait comme ça, c'est pas pour enlever la nervure, c'est pour créer un décalage des dents, comme une scie. C'est tout. Si vous n'avez pas une approche techno-fonctionnelle de l'objet, vous ne le verrez pas, ce truc-là. Et vous allez interpréter ça comme étant la marque du tailleur, entre guillemets. Mais essayez de couper avec une scie dont les dents ne sont pas écartées. Vous verrez que vous allez l'abandonner. Et je pense que les feuilles de laurier que faisait Jacques Pellegrin, s'il les avait données au mec qui voulait les utiliser, il lui aurait dit pst, c'est pas bon. Donc, on confond l'exploit technique et l'objet, l'outil. Mais le problème, c'est que, et là, je pense que un outil de la préhistoire est un outil hors mémoire. Hors mémoire. C'est-à-dire que plus personne ne sait à quoi ça sert, ni ne sait comment on s'en sert. Or, vous pouvez fabriquer une voiture de l'extérieur, si vous ne savez pas qu'il faut de l'essence, ça va poser un problème. Et si vous ne savez pas pourquoi elle est faite, je veux dire, vous allez peut-être vous tromper au niveau des pneus, ou au niveau de l'échappement du moteur, parce qu'une voiture, c'est pas d'un point A à un point B, point barre. 2 mètres, ou 15 km, ou 500 km de distance. Et tout le problème, à mon sens, il est là, c'est que on a, et le problème de la typologie, ça, votre mère, elle ne voulait pas comprendre, mais c'est que elle confondait 2 choses. Bon, il faut le prendre de façon très positive au terme, parce que déjà, il fallait démêler le merdier qu'il y avait à l'époque. Hein.
c'est qu'un outil qui sert à gratter du XXe siècle, ou un outil qui sert à gratter de la préhistoire, c'est quelque part le même tranchant, la même partie au contact. Hein. Si vous voulez couper, vous n'avez pas besoin d'un manche, vous avez besoin d'un tranchant avant tout. Et par contre, ce que l'on observe, c'est que quand on regarde ce qu'il y a au-delà du tranchant, la forme de l'objet, l'épaisseur, sa morphologie, la manière dont il est tenu, et nanana, tout diffère d'une culture à une autre. Or, le problème, c'est qu'on a ramené la fonction de gratter ou de couper à la totalité de l'objet. Donc on s'est dit, voilà, un grattoir, ça a cette gueule-là, donc ça a cette morphologie-là. Or, le grattoir, c'est ça. C'est pas ça, si tu veux. Donc il y a une espèce, à un moment donné, de volonté de nommer tous les objets, alors grattoir, racloir, perçoir. Ça a fixé des objets à travers une forme, c'est-à-dire que tous les grattoirs devaient être comme ça, tous les racloirs devaient être comme ça, tous les perçoirs devaient être comme ça. Et l'ethnologie, je veux dire, elle nous montre que l'homme, que tout groupe vivant, se connaissant mais vivant dans des territoires différents, vont chercher avant tout à se différencier. Communiquer et se différencier. C'est vraiment les deux fondements de l'humanité. Et qu'en se différenciant, vous verrez qu'à un moment donné, ils vous diront ça c'est un grattoir, ça c'est un grattoir. Ah bon, c'est le même objet. Or nous, on a tout mis sous une seule forme. On a pris un objet qu'on avait à droite et on a dit il est universel. Ça a gommé totalement la diversité. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand on a passé les objets sous la tracéologie, on s'est rendu compte que ça ne servait pas à gratter en plus. On a confondu beaucoup de choses. Si tu... Mais bon, ok, à une certaine époque, il fallait bien reconnaître les objets. Donc tous les objets qui avaient un front rond, c'est devenu des grattoirs. Tous les objets qui avaient un front comme ça, c'est devenu des perçoirs. Ok, ça a été une première étape. Mais quand je dis que c'est hors mémoire, je veux dire, parce que ces gens-là ne sont plus présents pour pouvoir nous en parler. Donc ce qui veut dire que toute l'histoire psychologique, l'histoire actuelle, tu peux avoir une approche psychologique de l'histoire, parce que tu as des livres, tu as des gens qui racontent comment ils ont vécu ce moment-là. Oui. Nous, en préhistoire, c'est impossible. Donc, il faut faire attention au niveau de la méthode, parce que quand on va parler d'un outil, et on va le nommer, on va dire il fonctionne comme ça, nanana, ça veut dire qu'on se met derrière le bonhomme, c'est-à-dire qu'on transgresse cette impossibilité d'approche psychologique, et on dit elle est possible. La technologie permet jusqu'à un certain niveau de le faire. Mais les outils actuels, à mon sens, ne permettent pas de le faire. Donc, tout le danger est là. Moi, quand je dis, vous me passez un biface, je ne sais pas ce que c'est hors ma mémoire. Donc, ne me demandez pas de vous expliquer ce que c'est, parce que je serais d'abord incapable de vous l'expliquer. Et deuxièmement, je suis persuadé que vous prenez deux groupes avec le même objet, ils vont le vivre de façon différente, déjà. Et d'autre part, des gens qui vont voir la même finalité technique vont le faire avec deux objets différents. Ouais. Un même objet peut servir à des choses totalement différentes, et une même action peut être réalisée par deux objets différents. Donc ça veut dire que ce que tu vas choper à un moment donné n'est qu'un grain de poussière dans un possible... C'est un grain de sable sur une plage. Alors tu peux additionner les grains de sable et observer tous les grains de sable, si tu veux. C'est ce que je te disais tout à l'heure. On fait de la synchronie, on a un exemple sur les grains de sable. Mais à un moment donné, il va bien falloir comprendre pourquoi c'est une plage. Or, si tu comprends le phénomène de la plage, comment elle se dépose, à quoi ça sert, tu vas peut-être comprendre pourquoi tu as différents grains de sable. Et donc tu vas analyser les grains de sable en sachant que c'est une plage. Donc, tout le travail actuellement... C'est absolument passionnant, ça. Tout ça. Mais si tu veux, moi j'ai été frappé à un film qui s'appelait L'an 1, après 68. Oui, de GB. Ouais. Le gars, tu sais, il arrive dans un cinéma, et puis tu as le guichet, et puis tu as une barrière. Et puis, soit tu passes à côté de la barrière pour rentrer dans le cinéma, ou soit tu passes entre la barrière et le guichet pour prendre ton ticket. Et le gars, il s'avance, la caméra, tu vois, à l'épaule, il avance, hop, il recule, pouf, il passe à côté, si tu veux. Donc, il transgresse, et moi, pour moi, ça m'a toujours, effectivement, je veux dire, ce côté de transgresser, c'est-à-dire de voir, d'explorer une voie autre. Alors bon, j'ai rien fait de nouveau, hein. Je veux dire, moi c'est en lisant Simondon que j'ai compris que c'est Simondon, un philosophe des techniques, qui dit tout simplement qu'un objet n'a pas de spécificité. À un moment donné, un objet, si tu te sers de ces chaussures-là, effectivement, je veux dire, elles ont un rôle dans le moment présent, mais là tu as des chaussures chinoises derrière le truc, elles sont au mur, elles ont un autre rôle, elles ont une autre fonction. Mais alors, si tu viens un jour à Paris chez moi, enfin à Garches,
Tu verras, j'ai très très peu d'objets de préhistoire. À tout casser, si j'en ai 12, j'en ai pas 16. Hein. Bon, j'ai 2 ou 3 beaux Biface de Nubie, de Nubie. hein. L'héritage. Voilà, 2 ou 3, pas plus. Ouais, vu qu'il y avait la quantité qu'il y avait, à mon sens, c'est pas Ouais. dramatique. Alors, j'ai un truc extraordinaire, et pour l'instant, personne m'a encore bien expliqué, mais je te demande pas d'expliquer. C'est pour dire, 2 nucléi Levallois, l'un qui vient de Nubie en greffage junior, l'autre de Cantalouette, et c'est vraiment le même objet. Et vraiment, d'ailleurs, de la même dimension, dessous, il y a, c'est creux, je sais pas comment on appelle ça. Enfin, c'est incroyable, c'est proprement hallucinant de voir à quel point ce sont le même objet, à quel point c'est le même objet. Ah, totalement. Et même Alors là, c'est parce qu'ils se sont baladés, ou est-ce que c'est parce que la pensée technique humaine devait passer par ce goulot d'étranglement qu'était l'éclat, le les deux sont possibles. Parce que je vais te rajouter un autre truc. Il y a 5000 ans, en Patagonie, ils ont redécouvert le débitage levallois. Et que je peux te mettre un magnifique nucléus levallois de Patagonie qui date de 5000 ans. Pareil aussi. Pareil aussi, si tu veux. Donc, alors, le stade du levallois, si tu veux, c'est comme le stade de la 2 chevaux. On est obligé, presque. Voilà. Mais ça veut dire qu'il faut comprendre pourquoi on arrive au levallois. Et puis le levallois va déboucher sur autre chose. Pourquoi on est passé du levallois au laminaire, si tu veux. Pourquoi à un moment donné. Donc il y a une évolution, si tu veux. Le concept du moteur à explosion est un concept évolutif. On peut modifier, on peut rendre ça. La 2 chevaux, tu prends la 2 chevaux, je veux dire. Quand tu vois le. Bon, à la limite, on peut même dire, c'est pas parce qu'il y a une partie qui ne fonctionne pas que la 2 chevaux ne fonctionne pas. Je veux dire, c'est-à-dire que. Maintenant, on va prendre une voiture, si tu veux, actuelle, et tu enlèves un truc, si tu veux, à la limite, tu enlèves un essuie-glace, puis rien ne fonctionne, si tu veux. Donc, il y a une espèce d'évolution interne aux propres structures. C'est-à-dire que, en termes d'organisation, au début, on va parler de structures additionnelles. C'est-à-dire que les éléments fonctionnent les uns avec les autres en les additionnant. Et puis, l'évolution va faire que ces structures vont devenir de plus en plus intégrées. C'est-à-dire que les relations entre les éléments vont devenir intrinsèques, ce qui fait que s'il y a un élément qui déconne, tout le système déconne. Et au niveau technique, c'est exactement la même chose. Ce qu'on observe actuellement, si tu veux, c'est que quand on prend la préhistoire, 1 million, 2 millions d'années, 1 million d'années, on prend le biface, on prend le levallois, on prend le laminaire, on prend tout ce que tu veux. On va se rendre compte que dans le laminaire, dans le biface, tu as toute une évolution. On passe de la Dion-Bouton à la Ferrari. Dans le levallois, on passe de la de Dion-Bouton à la Ferrari. Dans le laminaire, on passe de la de Dion-Bouton à Ferrari. Dans la télévision, on passe de la de Dion-Bouton à la Ferrari. Donc, à travers tout ce temps long, on se rend compte que dès que certaines structures techniques, certaines idées techniques, ont un potentiel d'évolution, et que ce potentiel d'évolution passe toujours par ce qu'on appellera un stade d'addition, un stade d'intégration, ou un stade abstrait à concret, pour utiliser des mots horribles. Et ce cycle d'évolution, il existe à tout moment de l'histoire technique, depuis 2,7 millions jusqu'à maintenant. Donc l'histoire n'est que des cycles d'évolution d'objets techniques inventés. Alors ce qui est très intéressant de voir, c'est que donc ces cycles d'évolution, ils sont universaux, quelles que soient les périodes, donc quelle que soit la grandeur du cerveau, et quelle que soit effectivement la complexité de l'objet. La seule chose qui diffère entre 2 millions d'années et maintenant, c'est que le temps d'évolution d'un cycle, il était d'1 million d'années autrefois, et là il est de 10 ans. Donc c'est la seule chose. La miniaturisation des objets. Mais attends, moi je peux te montrer des bifaces qui datent de 800 000 ans, 300 000 ans, on voit qu'en fin de lignée des bifaces, le levallois, le laminaire. Donc il y a des lois techniques qui sont dépendantes de l'organisation interne de l'invention, entre guillemets. Il y a des lois techniques, il y a des structures techniques qui sont évolutives et d'autres qui ne le sont pas. Et quand elles le sont évolutives, l'évolution, l'homme qui est en interaction, évidemment, c'est lui qui invente, mais c'est lui aussi qui fait évoluer, on va voir effectivement cette évolution se produire. Alors en fonction de la culture, tout ce que tu veux, ça va être plus ou moins rapide. Et donc, on va voir ces cycles qui vont se succéder, qui vont se raccourcir. Alors, il y a un cycle qui va... Alors, une lignée peut s'arrêter, peut accélérer, elle peut disparaître. Bon, et c'est là où on voit, en suivant effectivement l'évolution des objets techniques, on peut comprendre les sociétés et à travers le monde.
Et on a une compréhension du moment à travers une perception diachronique sur le temps long. Voilà.